écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de Parlons Conversion. Aujourd'hui, je commence avec mon masque parce que je pense que j'ai chopé un petit virus. Je ne sais pas encore c'est quoi aujourd'hui en 2022 quand on a un rhume. On ne sait pas si c'est le COVID ou juste un simple rhume. Fait que je ne veux pas le transmettre à mon invité ici, Jordan, qui est là pour qu'on parle aujourd'hui des... Non, je vais l'enlever, j'ai la cave. Mais aujourd'hui, on va parler en fait, c'est ça, de... ce qui s'en vient pour 2022, j'avais Jordan qui est venu récemment pour un épisode sur Google Shopping. On a vraiment eu du fun. Puis je me suis dit, pourquoi pas parler ensemble? Parce que ce qui nous différencie, moi et Jordan, beaucoup, puis justement, on en parlait même avant l'épisode, c'est qu'on touche un peu pas mal à tout en marketing web. En tout cas, moi, peut-être moins le SEO puis ce genre de trucs-là, mais sinon, on a une connaissance complète, vraiment complète. Donc, on s'est dit, on va juste parler de ce qui s'en vient pour la prochaine année parce que 2021 n'a vraiment pas été facile au niveau des changements. Donc, tant qu'à ça, on va essayer de la partir le plus possible du bon pied. Jordan, comment ça va à Rio aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va super bien. Ça va super bien. L'été bat son plein hein, au Brésil en ce moment. Je sais que c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver pour l'hémisphère nord. Et écoute, on a la chance d'être au Brésil tous les deux. Donc, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. C'est vrai, on voit pas les tristes réalités des pays du nord, des pays nord-occidentaux présentement, ou qui l'ont, je parle des clients ou à ma famille, moins 22 Celsius et tout. C'est wow. Ouais. Mais ça, c'est propre au Québec aussi. Je pense qu'en France, la température est peut-être un petit peu moins, un petit peu plus pardonnable. On n'est pas à moins 22, mais je t'avoue que la météo de Normandie ne me manque pas tant que ça. Donc, Mais peut-être, j'imagine que le beurre, par contre, demi-salé doit te manquer un petit peu, non? ouais, le fromage, Benoît. Oui, bien sûr. Puis ici, au Brésil, c'est pas mauvais le fromage, mais quand même, je comprends ce que tu veux dire. Fait que la formule pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça va être quand même pas mal simple. En fait, on va se pitcher, on y va vraiment freestyle avec ce qui va se passer dans la prochaine année. On a pris une couple de listes des choses les plus importantes. Puis moi, puis Jordan, on va échanger sur le sujet. Puis évidemment, avant de commencer 2022, je vais résumer un petit peu le 2021. Je pense que le gros changement, honnêtement, ça a été iOS 14 puis les répercussions sur Facebook Ads. Moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué, parce que pas juste sur Facebook Ads, sur pas mal toutes les plateformes publicitaires. Je sais que Snapchat en a mangé une bonne volée, eux autres aussi. Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que c'est ça qui a vraiment marqué cette année-là? Ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs choses en fait qui ont marqué l'année. Je pense qu'effectivement iOS, donc en avril-mai, je pense, si je ne dis pas de bêtises, forcément a eu un impact. On en a déjà parlé dans le précédent podcast pour Google Shopping, mais c'est vrai que iOS 14 a eu un impact assez fort dans la façon dont on gère nos campagnes, dans la façon dont on lit les résultats surtout. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'était vraiment et ça continue toujours, hein, ça n'ira jamais de toute façon. Donc ça, je dirais que ça c'est un point fort de l'année. Je dirais que la deuxième chose qui a marqué l'année 2021, c'est déjà le cas en 2020, mais ça c'est le Covid en fait. Le Covid aussi a eu un impact assez fort dans la façon de gérer les publicités. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu ouvrir une boutique physique par exemple, qui ont des problèmes ou qui n'ont pas atteint leurs objectifs et qui du coup ont reporté leur budget marketing sur du online. Ce qui fait qu'il y a aussi plus de concurrence, plus d'entreprises qui se sont lancées et aussi des entreprises qui vont augmenter leur budget. Donc du coup, on a vu pas mal de hausses en fait de tout ce qui est CPC, CPM. On va en reparler, je pense, dans le podcast. Et j'ai que la troisième grosse innovation ou gros point marquant, je pense que c'est l'explosion de TikTok. Ouais, absolument. On va en parler aussi. Je pense que c'est aussi un point important et je pense qu'on en parle beaucoup de TikTok, mais finalement pas assez. Ouais. Ou en tout cas mal ou pas comme il faudrait. Et voilà, je pense qu'on va parler un peu de tout ça. Mais j'ai ces trois points-là qui me viennent en tête quand je pense à 2021. Ouais, je pense que tu as 1000% raison. Tu es right on point, comme ils disent en anglais. Écoute, surtout avec TikTok, c'est fou pareil, hein, parce que, comme on va en parler, là, mais je vais dire une grande ligne tout de suite. Là, l'année dernière, en termes de visite web, TikTok a dépassé. Il était 7e avant, puis l'autre année d'avant, puis là, c'est 2021.
peux le déduire. Ils étaient premiers en termes de trafic. Ils ont battu Facebook, ils ont battu Google, YouTube. Ben, YouTube et Google, c'est quasiment la même affaire. Mais ils les ont tous battus. Tu sais, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis moi, en premier lieu, au début, jusqu'à il y a quelques mois, TikTok, c'est pas juste des jeunes influenceurs qui font des danses puis des affaires bizarres. Tu sais, c'est plus gros que ça. Tu sais, tu peux avoir des trucs de marketing là-dessus. Tu peux avoir beaucoup de trucs DIY et tout, mais une chose qui est certaine, c'est les rendus les premiers en termes de trafic. Bon, il y en a qui vont débattre un peu le sujet puis qui vont dire peut-être qu'ils vont jouer un peu avec les chiffres ici et là, mais tout de même, on voit vraiment une grosse hausse de popularité de la plateforme. Puis la plateforme publicitaire aussi, ça change beaucoup, on va en parler justement. Mais avant qu'on aborde TikTok, moi, ce que j'aimerais voir avec toi en premier lieu pour 2022, Facebook puis Instagram Ads, est-ce que pour toi, selon toi, c'est un yay ou c'est un nay? C'est un Ouais. Pourquoi? Selon moi, et c'est que mon avis, hein, je pense qu'en 2022, je pense que Facebook et Instagram, du coup, je change Meta, du coup, et Google, pour inclure ça dans le sujet, je pense que ça va rester les deux plateformes dominantes. Ça va encore être les plateformes qui ont le plus d'investissement, qui ont le plus d'annonceurs. En termes d'annonceurs plus, ouais, qui vont se driver le plus de ventes et de conversions, ou de notoriété, bref, avec les plus grosses plateformes publicitaires. Mais elles vont perdre en fait en termes de part de marché. C'est vrai qu'en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai pas les chiffres en tête et je vais pas les inventer, mais c'est effectivement, c'est les deux plateformes qui drivent le plus de volume, et c'est aussi celles qui ont les plus de parts de marché en termes d'investissement publicitaire. Je pense qu'en 2022, elles vont rester de leaders, mais elles vont être en retrait, elles vont en perdre en fait, parce que TikTok va, je pense, effectivement prendre davantage en fait de volume sur le marché. Ça, c'est mon avis. Donc, je dirais, voilà, pour répondre à ta question initiale, Facebook, Instagram, oui, ça va rester dominant. C'est-à-dire que c'est pas des leviers qu'on va arrêter d'utiliser. Ça va clairement rester dans le marketing mix de chaque entreprise, ça va rester présent, mais ça aura peut-être un petit peu moins de poids par rapport au passé. Ouais, je pense que c'est aussi mon point de vue. Je pense que peut-être que, tu sais, pour certaines, mettons, entreprises locales, je pense à certains types de clients comme que j'ai, mettons, qui sont dans le médico-esthétique, puis je pense pas que Facebook va nécessairement être, ou des entreprises de services locaux, du moins, on peut aller plus at large. Je pense pas que ça va nécessairement être une grosse impact pour eux, peut-être pour ce genre d'entreprise-là, parce que, tu sais, mettons, tu fais une campagne de type Messenger, tu n'as pas vraiment besoin du pixel parce que tout ce que tu veux, c'est aller chercher, dans le fond, le plus de messages possible pour avoir plus d'informations sur tes services. Ben là, à ce moment-là, tu n'as pas besoin du pixel ou des iOS 14 ou quoi que ce soit. C'est tout du first party data, fait que tu perds rien de ce côté-là. Moi, je pense que ces entreprises-là verront peut-être pas une grosse différence, sauf que, comme tu l'as mentionné, peut-être que c'était avant qu'on parte le Zoom ou pas, mais augmentation du coût par clic, augmentation du CPM, forcément. Fait que c'est sûr que ça peut les impacter d'une certaine mesure. Je pense que ces petites entreprises-là ne seront pas nécessairement impactées, selon moi, mais comme tu l'as dit, sinon pour les autres, pour ceux qui vont pitcher des gros budgets, puis qui vont, surtout sur le e-commerce, c'est énorme. Puis je le vois avec mes clients, moi aussi en e-commerce, plus ça avance, plus ça devient difficile sur cette plateforme-là. On ne veut pas dire que c'est une plateforme qui est en train de mourir non plus, parce que ça reste, comme tu le dis, une des principales encore aujourd'hui, malgré les répercussions des iOS 14 puis le moins de données qui sont disponibles. Le ciblage sur la plateforme de Facebook Ads est encore plus complet que sur n'importe quelle autre plateforme, incluant TikTok. En passant, on va en reparler tantôt de TikTok, mais TikTok, ils ne sont pas encore rendus là, peut-être en termes de ciblage publicitaire où sur Facebook est présentement. Mais ouais, je pense que je dirais comme toi aussi, ils vont perdre définitivement des parts de marché. Au niveau de la mesure des conversions avec iOS 14, le API server-side, tous ces genres de trucs-là, penses-tu qu'il y aura des changements à prévoir de ce côté-là ou tu penses qu'on est pas mal, on en est pas mal tu sais, ça change vite quand ça a commencé. Il y avait plein de trucs qui étaient instaurés. Là, penses-tu qu'on est sur une phase de plateau de ce côté-là, qu'on a pas mal atteint ce qu'on pouvait? Je pense que ça va encore un peu évoluer.
Effectivement, il y a eu un gros, en fait, iOS 14 a un peu fait bouger tout ça d'un coup, en fait, où il a fallu se préparer. Alors, sur Facebook, il y avait la fameuse, le CAPI, donc le Conversion API, le fait de passer effectivement, de devoir valider son serveur, sélectionner les conversions qu'on veut prioriser. Sur Google, il y a aussi le consent mode et le suivi avancé des conversions. Il y a eu quand même, voilà, je crois qu'on a fait je pense que le plus gros effet, je dirais, que le plus gros effet, mais que c'est pas encore tout à fait fini. Je pense que ça va encore être un peu fignolé. Euh, Google n'est pas encore tout à fait passé non plus en first party. C'est ce sera pour 2023, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça devait être pour juin cette année, et ça a été repoussé à 2023. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Je crois on a eu la première vague. C'est un peu comme le Covid, on a eu la première vague, c'est bon. Maintenant, c'est à peu près stable, mais on sait il y aura encore d'autres évolutions dans le futur et futur proche du coup. Hein, c'est d'ici un an, quoi, en gros. On aura, je pense, effectivement encore une sorte de surcouche de tracking qui va encore compléter tout ça et qui va encore plus un peu aussi noyer le poisson dans la masse. Et du coup, tu sauras plus trop comment dire, quelle campagne fait ta conversion, quel levier fait tes conversions. C'est ça. Je vois souvent d'ailleurs, bref, l'attribution, c'est un vaste sujet. On pourrait presque faire un podcast juste sur l'attribution, tellement c'est un sujet complexe. Enfin non, c'est pas complexe en fait, mais ça reste fou pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que du coup, quand tu dis à l'annonceur, bah voilà, sur ma campagne Google, j'ai eu 500 conversions. Sur ma campagne Facebook, j'en ai fait 600. Total, 1100 conversions. Sauf que lui va dire, bah non, j'en ai fait que 800 en fait sur mon site. Oui, parce qu'il y en a qui sont en double, tu vois. Exact. Et toutes ces conversions, c'est pas qu'elles sont en double, mais c'est les mêmes. Et du coup, c'est que ça devient très compliqué. Et je pense que et ce qu'il faudrait en fait, c'est que ces nouveaux systèmes de tracking en fait permettent aussi un peu de résoudre ces problèmes d'attribution. Ce serait idéal, mais je pense pas que ce sera le cas. Mais tu touches un point intéressant aussi par rapport aux attributions puis aux données qui sont disponibles. Moi, il y a une chose que je peux aussi peut-être ajouter à tout ça, c'est que moi, dans le temps, j'utilisais la stat que j'utilisais le plus, c'était le ROAS, le retour sur investissement des publicités, parce que dans le temps, c'était facile de mesurer efficacement les conversions. Fait que si, mettons, tu allais chercher 4 ventes qui représentaient X montant, mais Facebook était capable d'aller chercher cette information-là qu'aujourd'hui, on n'est plus nécessairement capable d'avoir. Donc, moi, j'utilise plus du tout, en fait, cette stat-là lorsque je présente des résultats à mes clients. Puis je pense que pour 2022, pour ceux qui nous écoutent et qui font du e-commerce, le ROAS, c'est peut-être une donnée que vous devriez peut-être mettre de côté parce que c'est plus des chiffres qui reflètent la réalité aucunement. Là, c'est à cause de iOS 14, justement. Mais Qu'est-ce que c'est t'en penses? intéressant parce que du coup, je suis pas du tout d'accord en fait avec toi. Du coup, c'est Ah super bon? intéressant. Moi, ouais. Pour moi, le ROS, ça reste le qui. Bon, ça dépend quel business on est. Si on n'est pas sur un e-commerce, le ROS, si on est sur du lead gen, par exemple, il n'y a pas de ROS en soi. Parce que c'est des leads un lead n'a pas de valeur concrète marchande. Non, mais dis-moi pourquoi j'ai tort, là. Bah, en fait, pour moi, le ROS, en fait, il reste quand même en fait le cœur de ton activité. Pour un e-commerce, en fait, tu as besoin de savoir, ok, j'ai investi tant, j'ai gagné tant. Donc ton ROS, en fait, moi, ça reste Oui. ça reste le KPI phare. Et en fait, ce que je te dirais, c'est qu'en fait, il faut pas forcément regarder le ROS de ta plateforme. Tu vas mettre C'est ça que je voilà, veux 1000 dire. euros en pub et tu vas mettre 3000 euros tu vas faire 3000 euros de chiffre d'affaires. Tu vas dire, ah, bah, j'ai un ROS de 3. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Enfin, d'un point de vue pure plateforme, c'est comme ça qu'on le lit, c'est comme ça qu'on va piloter aussi les campagnes. Bah voilà, cette publicité-là, elle a un meilleur ROAS que l'autre, ou ce ciblage-là, il a un meilleur ROAS que l'autre. Donc forcément, on va optimiser d'un point de vue micro nos campagnes de cette manière-là, pareil sur Google ou n'importe quelle plateforme. Mais en fait, le ROAS, pour moi, il faut plutôt le regarder au global. C'est ça que pour moi, il faut prendre un peu de hauteur et te dire, OK, bah, j'ai investi 5 000 euros sur Google et 5 000 euros sur Facebook et 3 000 euros sur TikTok. Total, j'ai investi 13 000 euros. J'ai fait 130 000 euros de chiffre d'affaires sur mon site au global, via l'organique, via le direct, via les mails, etc. Et j'ai donc un ROS de 10. Est-ce que je suis Ouais. rentable, oui ou non? Est-ce que demain, si je mets pas 13, mais 26 000, est-ce que si je double mon budget, est-ce que je fais 260 000 euros de chiffre d'affaires sur mon site ou pas? Ou est-ce que je fais 190? Et finalement, en fait, les 13 000 euros que tu as mis en plus,
t'as fait que, je sais pas, 40 000 euros de chiffre d'affaires en plus, tu vois. Est-ce que c'est rentable, du coup, l'incrémental? Donc, finalement, tu vois, le ROS, en fait, il est super important, mais peut-être plus trop au sein des plateformes, C'est mais d'un ça, point de vue exact. plus macro, Ouais. en fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus, 1000% d'accord avec toi là-dessus. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais dire principalement, c'est au niveau de, mettons, de la plateforme Facebook Ads, par exemple, sur Facebook même, vu que là, c'est en ce moment, c'est celui-là qu'on touche présentement. C'est de dire, OK, cette campagne-là, elle a un ROS de 6, cette campagne-là, elle a un ROS de 3, mais je suis d'accord avec toi à 1000%. Ça, je le regarde plus du tout. Mais c'est ça, comme tu dis, toi, je pense que en fait, finalement, on n'est pas si en désaccord que ça, finalement, parce Ouais, que je suis d'accord avec toi à 1000%. Faut que tu regardes le chiffre total à the end of the day. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre, c'est de dire, OK, ben, j'ai dépensé X montant en pub, puis voici ce que ça m'a reporté en vente totale. Mais je peux pas exactement dire précisément si c'est cette campagne-là qui a un meilleur ROS. Là, à ce moment-là, non. Forget about ouais. it. Dans le temps, c'était possible, tu sais, de savoir, Oui, mettons que et encore que, c'était ouais, possible que exact, bon, ça exact, à une restait. certaine mesure, à une certaine mesure. Ouais, Mais je pense que c'est quelque chose qui, OK, ben, on va dire ça, non, on va conclure l'idée du ROS ouais, sur ça en disant que c'est plus au niveau de la plateforme qu'il faut regarder, mais vraiment plus au niveau total, tu sais, OK, tes global. chiffres de Ouais, vente dans ton Shopify, c'est quoi, tu sais? ouais, Ouais. c'est exactement ça. Faut monter d'un cran, en fait. Parlant justement de tracking et tout, puis là, ça touche Facebook Ads, mais moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai recommencé à utiliser davantage, beaucoup plus même, les UTM. Avant, je n'utilisais plus jamais ça parce que tu avais Ah le ouais. pixel, tu avais si, ben, tu sais, ça dépend pour quel client on avait, pour qui, oui, on avait besoin de l'utiliser, mais pour mes clients réguliers, on pourrait dire, on n'utilisait plus vraiment de UTM. Mais là, c'est revenu à la mode. Dans ton cas, à toi, comment ça se passe de ce côté-là? J'ai, je t'avoue que j'ai toujours utilisé des UTM. J'ai jamais arrêté. J'ai toujours, pour tout simplement avoir ma donnée sur Analytics, tu vois, de source support, tu vois, à minima, tu vois. Tu peux Mhm. aller plus loin après, campagne, tu peux même avoir le placement en termes de source, tu vois, genre Facebook, comment dire, Facebook, enfin, Instagram Story, Instagram Feed, Facebook Marketplace. Tu peux vraiment avoir un détail assez incroyable sur Analytics. J'ai toujours utilisé des UTM, au moins pour avoir mon Facebook Ads en source support d'Analytics pour savoir combien de sessions j'ai envoyé, savoir combien de temps en fait mes C'est users de ça. Facebook restent sur le site. Alors après, oui, la partie conversion, je la regarde même pas parce que Analytics, de toute façon, tu regardes Analytics, Facebook contribue à 3 ventes. Euh, bon, enfin là, je vais même pas rentrer dans le détail, c'est pareil. Là, c'est encore il faudrait vraiment qu'on fasse un podcast sur l'attribution parce que il y a je vois trop de clients qui me disent oui, mais Analytics me dit que Facebook, je fais pas de vente, du coup, ça sert à rien. Mais bon, bref, c'est un vaste sujet, je vais pas l'aborder maintenant. Donc, ça sert surtout à savoir en fait la qualité du trafic. Ouais, exact. Ça me sert à savoir, ok, ben en fait, j'ai 50% de mon trafic qui vient de Facebook Ads. Ok, intéressant à savoir. Tu vois, est-ce que si demain je divise mon budget par deux et que j'ai 2 fois moins de trafic, est-ce que j'ai un impact ou pas sur le tracking organique, enfin le trafic Ouais. organique, pardon? Parce que j'ai une différence de taux de conversion, de volume de vente. Donc non, les UTM, je les ai toujours utilisés, je trouve ça super important. Ce groupe Pinterest, Snap, Facebook, etc. Ouais. J'ai toujours utilisé des UTM. Mais justement, tu as dit quelque chose d'intéressant, là. Je te repose une question là-dessus, puis c'est quelque chose que les gens oublient, c'est ça, c'est que la mesure des conversions sur Analytics est différente que sur, par exemple, dans la plateforme de Facebook Ads même. Pourquoi exactement? Ben, moi, je connais un peu la réponse, c'est parce que c'est la fenêtre d'attribution qui n'est pas la même, mais est-ce que tu me confirmes que c'est un peu ça? Ouais, c'est pas trop c'est pas la fenêtre, c'est le modèle d'attribution lui-même, en fait. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire c'est que last click. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur une campagne Facebook, dès lors qu'une personne a cliqué sur une pub, elle est arrivée sur votre site et qu'elle achète un produit, qu'elle réalise une conversion dans les 28 jours, là, c'est même 7 jours maintenant, dans les 7 jours qui suivent, ou que si elle a vu une pub et que dans les 24 heures, elle achète sur votre site, Facebook considère qu'il a contribué à une vente. Le Mhm. problème, c'est que Analytics, lui, va attribuer la vente à la dernière source. C'est-à-dire que si une personne a cliqué sur C'est votre ça. pub, arrive sur votre site, met un produit au panier, s'en va, et le soir même ou le lendemain, elle tape le nom de votre marque, elle clique sur le lien organique ou Google Ads, par exemple, et qu'elle achète le produit à ce moment-là, Facebook considère qu'il a fait une vente, mais la dernière source, du coup, ça va être le tracking organique. Donc Analytics va attribuer la vente au canal organique. Mhm. Et Facebook aura fait 0 vente. Donc voilà, donc c'est pas complexe en soi, c'est pas rocket science, mais effectivement il y a des gros écarts entre les plateformes, et du coup il faut savoir un petit peu des fois couper la poire en deux pour comprendre
l'attribution. En fait, c'est deux sujets. Il y a un sujet, c'est l'attribution, et l'autre sujet, c'est la contribution, qui sont presque deux choses différentes, en fait. Bien vu. Donc, bref. Donc voilà. Finalement, Analytics, outil magnifique pour comprendre la qualité de son trafic, comprendre quelles pages ont de la valeur, quelles pages ont les meilleurs taux de rebond, etc. Bref, comprendre un peu qui sont les personnes qui visitent votre site. Par contre, pour comprendre quels sont les canaux ou les sources support qui vous font des ventes, ou quelle est la part en fait de leur contribution à votre chiffre d'affaires, c'est pas un bon outil. Ouais, je pense que les mots, c'est pas un bon outil. Ouais, tu pourrais pas dire mieux. C'est effectivement c'est définitivement un très bon point. Puis je pense que ça complète pas mal ce qu'on voulait dire sur les UTM / fenêtre d'attribution / analytics, effectivement. Puis c'est bon à savoir parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Hein, c'est fou. Puis là, ça montre pourquoi sur analytics, c'est ci, sur l'autre, c'est ça. C'est normal. Comme tu l'as bien expliqué. Ils prennent Analytics pour argent comptant. Si Analytics me dit que voilà, Facebook, c'est que 3 ventes alors que j'en fais 95 sur mon organique, bon, en fait, je vais plutôt concentrer mes efforts sur le SEO et arrêter Facebook. Sauf qu'en fait, le moment où ils vont arrêter Facebook, ils vont perdre la moitié de leurs ventes en organique. Ouais. Et ils vont se dire, ah, mais en fait, ce que j'ai changé en SEO, ça a cassé mon site. Non. Et du coup, ça fait plein de conséquences du coup derrière. Tu vois qu'en fait, non, ton travail SEO, et c'est du long terme, tu verras pas l'impact au bout de 3 jours. Mais ouais, toi, il y a un impact. Là, j'ai une anecdote là-dessus. Je la raconte rapidement. C'est un client avec qui que je gérais sur Facebook et sur Google. Et on avait des CPA qui étaient à peu près équivalents, tu vois, entre les deux. C'était des karaokés, c'est des salles de karaoké que tu loues à l'heure avec tes potes sur Paris. Ok, je pensais à dire au Japon, je sais pas. Non, en fait, c'est inspiré du modèle japonais, mais sur Paris. Et du coup, on avait des CAC à 30 ou 30 euros qui étaient très bons pour ce qu'on voulait faire, tu vois, pour des réservations à 90, 100 balles, tu vois. Donc Google, parfait. Et Facebook, on était plutôt autour de 45, 50, 60. Et du coup, ils disaient, mais en fait, c'est pas, j'ai du mal à gagner mon argent dessus. Mais je lui expliquais en fait que il y a toutes les conséquences de gens qui tapaient sa marque sur Google ou en organique, ou même qui retapaient des fois juste un marketing karaoké privé à Paris, tu vois. C'est aussi des gens qui avaient peut-être vu la pub Facebook en amont, tu vois. Il m'a dit non, je te crois pas. Il me coupe Facebook. Ok, coupe Facebook. 2 semaines plus tard, il me rappelle, ok, j'ai compris, même Facebook. il avait perdu tout son volume en organique, il avait perdu la brand, on avait donc dépensé 2 fois moins parce qu'on avait 2 fois moins d'impressions, de clics. Et en fait, il a fallu en fait que le client soit au pied du mur, se prive en fait de 2 semaines de pub pour comprendre en fait. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. J'ai l'impression de dire toutes les personnes qui nous écoutent là, qui ont un doute là-dessus, faites l'expérience. T'as coupé pendant 2-3 semaines. Alors pas forcément si c'est votre pic de CESO, faites pas cette erreur-là, attendez un truc plus calme évidemment. Encore que ça peut être drastique. Mais voilà, attendez plutôt une période calme. Faites le test pendant 2-3 semaines, même 1 mois. Ça dépend un peu de vos budgets aussi. Coupez Facebook et regardez la différence de trafic en organique sur votre site ou en accès direct. Il y aura forcément un impact et votre chiffre d'affaires va forcément baisser. Si c'est pas le cas, vrai. Ça, si c'est pas le cas, c'est que soit vous ayez un problème de saisonnalité ou alors vos pubs Facebook étaient vraiment catastrophiques. Mais 99% du temps, vous allez forcément voir un impact sur le reste. Voilà, c'est une parenthèse, mais je pense que c'est important de le préciser aussi. Je pense que c'est un bon... Puis ça, en fait, c'est pas juste pour du 2022, mais ce que tu dis là, en fait, c'est universel. Là, c'est tellement vrai. Puis les gens ont tellement tendance à oublier. Je pense que même qu'aujourd'hui, là, avec toutes les plateformes, toutes les différents points de contact qu'on pourrait dire. Je pense j'écoutais un podcast hier justement, puis ça disait que avant que quelqu'un passe à l'action, des fois, ça peut prendre jusqu'à 31 points de contact avec celle-ci, avec la marque, pour que la personne passe à l'action. 31, là, c'est beaucoup. Là, c'est comme ça te prend un taux de fréquence assez élevé sur tes campagnes pour que tes pubs soient vues assez souvent. Là, puis comme tu le dis, vas-y, ouais. Non, vas-y, je vais finir ton exemple. J'ai un autre en tête, c'est pour ça. Non, mais c'est ça, ça conclut pas mal là, ce que je voulais dire là-dessus. C'est que pour être en mesure de justement avoir 31 points de contact, tu ne peux pas dépendre juste d'une plateforme parce que les gens vont être saturés. Ouais. Tu veux être sur Google, tu veux être là. C'est sûr que tu ne veux pas être partout non plus puis le faire mal. Mais vas-y avec ton exemple, je suis curieux d'entendre ça. Je dirais même pouvoir passer mon exemple pour comprendre ce que tu viens de dire. Parce qu'il faut comprendre, ça dépend aussi un peu de votre business. C'est-à-dire qu'en fait, dites-vous qu'une personne ne va pas voir votre pub, cliquer dessus, acheter.
Ah, ce serait trop bien. En tout cas, moi, je me lance à e-commerce aussi. Hein. Si c'est aussi simple que ça, hein. Je lance 50 sites de e-commerce et je suis roi du pétrole. Mais ça marche pas comme ça. Euh, il y a un certain nombre de répétitions avant que la personne en fait adhère à votre marque, aime votre marque et finisse par acheter. Donc forcément, ça va pas se passer, ça va être aussi simple que ça. Ah, j'ai touché 10 000 personnes. Et pourtant, vous avez fait que 5 clics, tu vois. Ton taux de clic sera pas forcément catastrophique, tu vois, mais ça marche pas comme ça. Et pour te donner du coup l'exemple que j'avais en tête, c'est l'exemple de McDo, tu vois. L'exemple de McDo, en fait, quand tu passes devant un McDo, tu dis tiens, vas-y, je vais me prendre un sundae, tu vois, un sundae caramel. C'est pas parce que t'as vu, c'est pas parce que t'as vu la petite enseigne dans la rue quand t'avais ta tête dans ton trottoir, tu vois. C'est pas ça en fait. C'est parce que tu l'as vu à la télé, c'est parce que tu l'as vu dans les journaux, c'est parce que tu l'as vu 150 fois, peut-être que tu l'as Dans conçu le dans le métro. passé aussi, et dans le métro. Et en fait, la petite enseigne que t'as vue, ce qui dépasse du trottoir là en haut du McDo, Mm. ben en fait, c'est peut-être, bah, du coup, l'attribution, enfin, last click, ce serait le trottoir. Mais du coup, techniquement, ouais, mais c'est ça, en fait. Mais t'as eu plein de points de contact avant, en fait. Et en fait, t'as adhéré à la marque et du coup, finalement, t'es passé à la caisse, tu vois. Mais c'est pas juste que t'as vu un coup dans le trottoir. Ah, tiens, un restaurant qui s'appelle McDonald's. Ah, je vais y aller, tiens. Non. C'est que tu connais déjà, t'as déjà vu 150 fois avant, que t'as pas consommé. Toutes les fois, t'as vu ta pub à la télé, t'as pas cliqué sur ta télé pour aller acheter un truc sur Internet. Tu vois, il n'y a pas de C'est vente ça. comme ça sur McDo, tu vois. Donc, ouais, c'était aussi une autre parenthèse parmi les parenthèses. Ah, je pense Mais, que c'est un bon exemple que tu voilà, choisis en plus, là. Ouais, bon exemple. voilà. Bon exemple, parce qu'effectivement, tu sais, s'il y en a un qu'on peut utiliser qui ont plusieurs points de contact, définitivement, c'est eux autres, c'est sûr et certain. Puis justement, si on continue avant de conclure sur Facebook, j'ai deux, trois points peut-être que je voudrais voir. Un, premièrement, Meta. Meta en 2022, ça veut dire Ouais. quoi pour toi? Mettons 2022. Parce que c'est le nouveau nom de Facebook, c'est comme ça que le nom Ouais, il a ouais, été ouais. changé, puis ça représente beaucoup de changements. Mais quels sont-ils? Bah, je pense que le changement, il est assez clair. Je pense que Facebook, du coup, que Meta, j'aime bien que Mark Zuckerberg, en fait, est clairement en train de définir, en fait, l'orientation Mhm. de son entreprise. D'où le fait qu'il ait changé le nom de Facebook en Meta. Bon, Facebook reste Facebook en soi, mais c'est à partir de la maison mère Meta. Tout comme bah, d'ailleurs, Google appartient, je crois, comment ça s'appelle, Alphabet. c'est Alphabet, enfin, c'est ça. C'est le même principe. Et je pense que ça veut clairement dire ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers un monde du coup dématérialisé. Ouais. Les métaverses, du coup, parce que le mot méta vient de métaverse, qui sont ces mondes parallèles, enfin pas parallèles, mais ces mondes virtuels en fait, qui sont en train de se développer. D'où aussi le fait que Facebook est investi il y a déjà quelques années maintenant dans tout ce qui est Oculus, en Mhm. préparation de ces métaverses qui sont en train d'arriver. Couplé à ça avec tout ce qui est bah, technologie blockchain, Ethereum, NFT, qui viennent aussi là un peu Oh. compléter ça. Bref, ça aurait encore un autre podcast du coup. Les sujets, il y en a plein. Mais voilà, je pense que clairement, en fait, on est en train de se diriger, on est en train de le voir. On est un peu à un tournant, d'ailleurs, on commence à parler de Web 3.0. Ouais. Là, on est encore dans le 2.0, qui est en fait l'ère de l'interaction, réseaux sociaux, etc. On est en train de se diriger vers un Web 3.0 qui va être des sortes d'une monde virtuel avec la technologie blockchain. Voilà, on est vraiment en train d'être dans un virage. On est vraiment dans un On est dans un virage pour virage, c'est moi. ça. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on Euh, va voir du jour au lendemain, qu'on va voir, dire, OK, ben là, non, c'est devenu ça, ça va se faire de façon graduelle. Puis je pense que cette méthode de nous arriver avec ça, de mettre le point sur la table comme ça, ouais, c'était vraiment de nous dire, comme tu dis, là, c'est ça, c'est le tournant qu'ils vont prendre. T'en penses quoi exactement c'est ça. du potentiel, on pourrait dire, de tout ça? Ça, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Imagine, enfin moi je vois déjà en fait une nouvelle régie pub qui va arriver et ce sera de la pub dans les méta en fait, enfin dans les Ben, métaverses en fait. Ce sera de est-ce la que tu pub as dans les vu? métaverses et vas-y. Dans Ads Manager, là, on y va geek Facebook Ads, mais dans Ads Manager, quand tu vas voir tes placements de pub, là, maintenant, tu peux voir Oculus. Tu sais, mettons, genre. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu l'autre jour, Ouais, mais Facebook Marketplace, un voilà. article, et t'as Ouais, Oculus aussi, j'ai d'emplacement. pas vu ça encore. Mais sauf qu'il Comme y quoi, tu vois, avait. voilà, c'est le tout début, tu vois, C'est c'est le ça, tout début du exactement. début. Exactement. Il n'y avait Et en aucune fait, c'est un peu impression comme aussi le, parce que c'est pas beaucoup de personnes ouais, qui parce qu'il y a l'ont, mais personne qui l'utilise, c'est c'est ça, ça. c'est personne, très, pour Pour l'instant, l'instant. mais ça va se développer, tu vois, c'est certain que ça va se développer.
il y a aussi il y a plein de choses qui évoluent dans plein de secteurs différents, dans la Mhm. finance, dans la santé. Là, on pense souvent, on dit, blockchain, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou pas du tout, j'en sais rien. Tu vois, on parle, ouais, blockchain, Bitcoin, machin. Alors, il y en a, tu leur parles chinois. Il y en a NFT. qui disent, comment dire, c'est de la spéculation, c'est de l'argent virtuel, etc. Mais non, en fait, il y a des cas d'usage, en fait, de tout Clair. ce qui est blockchain, de tout ce qui est NFT, en quelque sorte, tu vois, il y a des chaînes de logistique qui, j'ai un exemple, j'ai écouté un autre podcast il y a pas très longtemps. Alors, j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais en gros, tu vois, c'est en gros une entreprise de logistique. On parle, voilà, et qui a rien de digital pour le coup, c'est de la logistique, tu vois. Enfin, c'est des palettes, tu vois, des palettes avec des charges dessus. Et ils disaient, ouais, la chose, c'est qu'en fait, toujours eu un problème avec il y a des palettes qui disparaissent ou qui sont cassées, les fameux trucs tombés du camion, tu vois. Il y a des palettes qui disparaissent, on ne sait jamais qui est coupable, tu vois. Mhm. Parce que ça a transité entre 50 personnes. Et ils disaient, en fait, bah, maintenant, en fait, quand je livre mes 50 palettes à mon transporteur, je lui file, en fait, les 50 tokens. Et en Ouais. fait, c'est une patate chaude. Et du coup, en fait, lui-même récupère les 50 tokens, il va les passer du coup à l'autre transporteur. Et si le transporteur n'a plus de 49, bah c'est que le problème il vient de lui en fait. En fait, ça fait une sorte de patate chaude. Et en fait, du coup, il y a plus de perte de palette bizarrement. Parce que du coup, en fait, s'il y a un moment il y a une palette il y a un token qui est pas transmis, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et du coup, on sait qui est le fautif. Donc, T'as c'est comme compris? ça Donc, qu'ils l'utilisent. Wow. ouais, tu vois comme quoi la blockchain en fait peut vraiment avoir des cas. Là, c'est un exemple, et je l'explique souvent pas aussi bien que lui. Mais tu vois en fait l'idée c'est que voilà la blockchain en fait peut vraiment en fait changer beaucoup de choses en fait dans le quotidien, notamment en termes de sécurité. Ouais. Euh, bon bref, je suis pas du tout expert en tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain, donc je vais pas forcément m'attarder sur le sujet. Mais effectivement, tout ce qui est enfin métaverse du coup, ça va vraiment avoir un lien direct avec tout ça. Et je pense que alors d'ici combien de temps, j'en sais rien, c'est difficile, ça peut aller très Ouais. vite. Après, il y a le Covid et compagnie qui perturbent un petit peu aussi le planning, je pense. Encore que, Ouais, ou on est peut-être chez qu'il va nous, accélérer les ou pas choses aussi, d'ailleurs. d'une certaine Ouais, ou mesure. pas, ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut aussi accélérer les choses. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Mais effectivement, je pense que clairement, il faudra compter sur tout ce qui est métaverse dans le futur. Ouais. J'imagine déjà mettre mon casque de réalité virtuelle, de me prendre boum, un pop-up d'une pub, enfin, d'une entreprise qu'aura payé pendant 24 heures la première apparition quand tu vas, un peu comme sur TikTok, tu l'as quand tu TikTok, tu as toujours une pub Ouais. qui apparaît. Là, tu payes ça à 100 000 euros pour la journée. Euh, et on aura ça aussi. Et puis tu te promèneras dans ton métaverse, dans ton monde virtuel, et tu verras, je sais pas, une pub Coca, une pub McDo. Ouais. Que tu pourras cliquer dessus, que tu pourras payer du coup, tu pourras te commander ton Uber Eats ou ton je ne sais quoi, ou ton nouveau sac à dos via des bitcoins que tu auras gagné en jouant à un jeu avant. Enfin, bref, ça va, on est Ça en peut train aller loin. ça peut aller très très loin et ça c'est clairement, alors, ce sera pas pour cette année, ce sera pas pour 2022, mais on est sur le début de la transition, tout comme quand on a eu les premiers smartphones, tout comme quand on a eu Google qui arrivait. Bref, on arrive gentiment Ouais. sur une transition et quand on sera en 2028, on dira ah ouais, tu te rappelles en 2022 quand ça commence à arriver, les premières métaverses, machin, ça. Et c'est sûr, c'est certain. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est juste le début. Puis on sait pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de spéculation en ce moment. Puis peut-être qu'il y a des scams aussi ici et là pour certains, surtout dans les trucs d'NFT et ces trucs-là. Mais si ça reste quand même que la technologie est vraiment, vraiment intéressante. Puis de voir ce que ça va évoluer. Moi, une chose que je vois définitivement, que je vois d'applicable, que je vois qui va être vraiment un game changer pour moi, puis probablement que pour toi aussi, ça va être un peu le cas. Définitivement le cas, en fait. Pour nous autres qui sommes des nomades digitaux, on pourrait dire. C'est pour les espaces de travail. J'avais regardé un petit peu ce que Facebook allait ouvrir, à Meta plutôt, allait proposer de ce côté-là. Puis, man, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, nous qui travaillons, on est habitués de travailler à distance et tout. Puis maintenant, ben, on a on a des freelancers puis des employés qui travaillent pour nous. C'est dur des fois de faire une certaine gestion, on pourrait dire, des ressources humaines quand ils sont pas là, tu sais, s'assurer d'un certain, avoir une certaine culture de travail. Tandis que là, maintenant, avec ce monde virtuel-là, ce qui est fou, c'est que tu mets ton casque, puis tu vas aller dans la même salle. C'est comme si tu allais travailler dans l'agence, on pourrait dire. Puis Ben, il est là, Jordan, il est là. Puis dans le fond, ils sont là, mais ils sont pas là. Fait que là, tu peux, comme, mettons, choisir l'ambiance de la place. Tu peux mettre de la musique. Tu sais, tu peux vraiment faire comme si les gens sont là, puis tu peux t'assurer qu'ils travaillent aussi. Fait que
tu peux t'assurer que le travail soit bien fait puis que la communication se fasse de façon facile. Puis, oui, vous êtes tous quelque part d'autre, mais au moins, c'est comme si vous étiez un peu en même place. Puis ça, je pense que pour au niveau du travail, je vois déjà énormément de potentiel. Puis beaucoup, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis ça me fait penser, ça me fait énormément réfléchir parce que je me dis ça, c'est quelque chose qui va être assez game changer pour la culture culture organisationnelle. Mais tu sais, après ça, les jeunes, eux autres, vont peut-être plus l'utiliser pour se tenir entre eux autres. Tout ça, je trouve ça un peu, ça, je comprends moins parce que ça fait pas partie vraiment de ma génération. Comme je veux pas aller me traîner avec mes amis dans le monde virtuel, je préférerais bien plus les voir en personne ou whatever. Mais pour ce qui est du travail, par contre, je peux voir définitivement du potentiel de ce côté-là. Fait que c'est à voir. On va voir qu'est-ce qui va me ressortir de tout ça. C'est encore un peu, c'est encore un peu embryonnaire comme tu l'expliquais si bien. Ouais. Si on peut te dire une couple de conclusions sur Facebook Ads pour 2022 puis des bonnes pratiques, qu'est-ce qui, selon toi, ressort le plus sur la plateforme si on veut continuer à l'utiliser? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce que je te dirais, si on veut continuer de bien l'utiliser, je t'avoue qu'en fait, plus ça va, et je sais pas, mon temps de réponse en traduit long, c'est que je commence de plus en plus en fait à mettre Facebook de côté aussi toujours dans mes mix marketing de mes clients parce que bon, j'ai moins de clients qu'en font et c'est que les résultats qu'on avait, en fait, on préfère mettre de l'argent ailleurs. Mm-hmm. Mais je te dirais que je pense que faire du regroupement, c'est-à-dire qu'en fait, là, on arrive à un niveau où l'algorithme, en fait, il est clairement meilleur que nous. C'était pas forcément le cas il y a 2-3 ans, il fallait encore bien segmenter, bien exclure et tout. Là, on arrive à un système, Facebook d'ailleurs, mais souvent en avant son Power 5. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est budget niveau campagne, mettre all placement, etc., etc. Je pense qu'en fait, il va falloir baisser un petit peu en granularité. Donc, ça, que si vous êtes là, si vous nous écoutez, que vous faites des campagnes Facebook et que vous avez 15 campagnes et dans chaque campagne, vous avez 10 ciblages différents, arrêtez ça. Arrêtez ça. Faites mythe de campagne, en fait. Une campagne acquisition, une campagne de marketing et C'est ciao. Ouais. Après, bon, vous pouvez avoir d'autres campagnes, on va dire complémentaires, d'interaction, de boost de posts, de likes, bref, ce que vous voulez, même de visibilité, de notoriété ou de vidéo. Mais vos deux grosses campagnes, ça va être acquisition. C'est une campagne d'acquisition. Vous mettez, je sais pas, 70-80% de votre budget là-dessus. Soit vous mettez en budget ciblé au niveau de la campagne, soit vous gardez un budget au niveau des ad-sets. Très honnêtement, j'ai jamais vraiment vu de grosse différence. Je suis même plutôt fan du budget ad-set que du budget campagne. Moi aussi. Bon, ça après, c'est chacun trouve son bonheur. J'en connais qui prêchent de l'autre côté, mais en tout cas, les autres sont Voilà, bizarres. c'est ça. J'ai jamais vu de meilleur résultat en temps en CBO. Jamais. Jamais. Voilà, en fait, et du coup, avoir moins de ciblage. C'est qu'en fait, à l'époque, on était sur un intérêt X croisé, intérêt Y croisé Z croisé, ce que vous voulez, et à côté, La méthode Michigan. 1 ou 2%, tu vois, pas plus, voire même des fois du lookalike croisé avec de l'intérêt pour encore plus affiner. Ça, c'est fini. Faites-vous limite 3 audiences, un ciblage démographique, genre, je sais pas moi, homme, 35 ans et plus, que c'est votre cible, et terminé, ça suffit. Un deuxième, vous allez mettre du lookalike à 10%, genre on va faire lookalike achat, lookalike vue, lookalike à tout cas, lookalike site, enfin visiteur, lookalike interaction avec votre page. Alors tout le lookalike possible et imaginable que vous pouvez faire à 10%, qui va du coup être une énorme en fait, ce serait quasiment tout le monde dans le pays. Et après éventuellement un troisième ciblage où tu fais de l'intérêt et tu mets tous tes meilleurs intérêts que tu as eu à date. Mais quelque chose qui n'ont rien à voir, genre yoga, course automobile et téléphone portable, tu vois, genre un truc parce que c'est ce qui marchait le mieux à date, je dis n'importe quoi, hein, et tu mets tout ensemble. Maintenant en plus de base, l'audience est élargie par défaut. Ça. Et tu fais ça et après tu mets dedans, tu mets toutes tes pubs à l'intérieur, tu coupes celles qui marchent pas et après tu ajustes tes budgets selon le ciblage qui marche le mieux. Ouais. Temps de gestion par semaine, 30 minutes. Et en remarketing, tu fais la même chose, genre tes visiteurs, tes interactions, et après, c'est un truc de fidélisation upsell sur tes acheteurs. Et pareil, terminé, quoi. Enfin, voilà, pour moi, Clézo, c'est devenu en fait. Je pense que c'est définitivement un bon recap. Pas un bon recap, mais un bon plan de match pour 2022. Puis même que moi, j'ajouterais à ça ce qui va vraiment parallèlement avec toi. Moi, ce serait plus au niveau du contenu. Je pense que en 2022, là, ça va être vraiment important, selon moi.
Ça va exactement avec ce que tu dis. C'est vraiment au niveau du contenu, par contre, au niveau de la publicité, tester différentes variantes. Maintenant, parce que ça va, comme je dis, ça va tellement bien avec ce que tu dis, en fait, parce que on ne s'est pas parlé avant, en plus, on ne s'est même pas donné de test. Mais tu sais, dans le temps, on ciblait, puis ça, là, ça faisait une grosse différence. Tu sais, on micro-segmentait nos pubs, puis ça faisait en sorte qu'on pouvait négliger définitivement notre copywriting ou le contenu publicitaire qu'on utilisait, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il faut y aller vraiment broad, puis laisser l'algorithme faire le travail. Mais ça veut aussi dire qu'on n'a plus le choix de tester différents types de publicité au niveau du texte, au niveau du visuel / vidéo. Vidéo, généralement, c'est ce qui marche mieux. Mais je pense que ça va être là le nerf de la guerre pour 2022. Puis je pense que c'est là que les gens vont réussir à se démarquer. Ça va être définitivement au niveau du contenu publicitaire, mais en allant avec ce que tu dis. Définitivement en harmonie avec ce que tu dis. Sans ça, sinon, c'est sûr que même si tu as la meilleure pub et que tu as une grosse micro-segmentation de micro-laser targeting, tu vas chier dans la pelle pareil. Là, tu sais. Non, mais en fait, tu as raison. Tu as raison, Ben, quand tu dis ça. J'aurais dû le préciser aussi. Non, mais je veux dire, c'est que on a tous chacun nos... non. Je pensais à ça en prio, mais c'est vrai qu'en fait, la créa, c'est le nerf de la guerre pour toutes les plateformes publicitaires, hein, en global, pas que forcément Facebook et Instagram. Mais c'est vrai que finalement, c'était un chiffre Facebook quand je bossais en agence. C'est le Facebook partenaire qui me disait ça. Je crois que c'était le chiffre à peu près ça, 56-60%, je sais plus. C'est 60% du succès en fait de ta campagne et de tes ventes sur Facebook Ads, c'est ta créa. Et les 40%, c'est presque ton site en quelque sorte, ton site, ton copywriting, ton produit, ton produit lui-même. Tu peux avoir la meilleure pub du monde, si ton produit est nul, toi tu fais pas de vente. Non mais voilà, c'est toujours important de le dire. Mais ouais, effectivement, la créa, c'est en fait, comme tu disais, comme on target tellement large, il faut juste avoir la créa, genre la créa parfaite en fait. C'est faites du test en fait. C'est faites du test de créa, dépensez un peu d'argent. C'est pas vraiment, ce sera pas gâché en fait, mais apprenez des choses. Facebook, c'est une plateforme d'A/B testing. Faites un test, mettez 50 € et 50 €, pas besoin de mettre $2. Pas la peine de mettre non plus 10 000 € pour avoir un test concret, mais mettez 50 $ sur un call to action en savoir plus versus un call to action acheter. Rien que ça déjà. Regardez lequel clique le mieux, lequel fait plus de ventes. Ou est-ce que c'est effectivement la même image avec un fond bleu ou un fond rouge, lequel clique le mieux? Ou changer le titre, bref, ou mettre le logo ou non de l'entreprise sur l'image. Est-ce que carousel versus vidéo. Attention. Ouais, voilà, ou carousel, ce que vous voulez, vous allez voir, carousel, pas ce sujet, mais effectivement, en fait, faites des tests et après, vous saurez ce qui marche le mieux et vous pourrez vraiment capitaliser dessus, mais il faut faire ces tests de créa. Et des fois, c'est les créas qui sont pas forcément les plus jolies qui marchent le mieux d'ailleurs. Ça, faut qu'on se le dise aussi. Des fois, il y a des créas qui sont dégueulasses, qui marchent très très bien. Et il y a un type de créa qui marche particulièrement bien depuis déjà un moment, mais j'en entends encore plus parler là récemment. Ce qu'on appelle les UGC, donc les User Generated Content. En fait des images ou des vidéos de vos consommateurs, de vos clients en fait, qui se prennent en vidéo en train d'utiliser vos produits ou de faire de l'unboxing de vos produits. Et ça cartonne. Ça cartonne vraiment sur tout ce qui est réseaux sociaux. En plus, vous n'avez rien à faire, c'est du contenu qui est gratuit en plus. Donc, c'est parfait. Et très souvent, il y a un cas pratique, je ne sais plus quelle entreprise c'était, mais on voit en fait la personne se filme avec son téléphone. Donc, ça fait un format story, du coup, parfait. Le problème, c'est que sur du feed, t'es bloqué. En fait, ils ont juste réduit, en fait. Enfin, pas ils ont réduit, mais en fait, ils l'ont baissé. Du coup, t'as fait un espace sur le côté qui est vide. Et en fait, c'est un lampadaire. Et du coup, ils ont mis le produit du lampadaire. En fait, ils ont mis le produit sur le côté. T'as la story et le produit au côté. Donc, ça te fait un carré, du coup. Parfait pour le feed. Et du coup, tu vois le truc qui déballe le produit, qui installe le produit. Et tu vois le produit fixe à côté, en image, qui est le pack shot du produit, en fait. Et ça cartonne, donc ça marche. Donc, ça, c'est définitivement vrai, ça, par rapport à ce type de contenu. Puis on va en parler davantage aussi, justement, lorsqu'on va sauter dans pas long sur TikTok. Mais avant de sauter sur TikTok, je pense qu'on a bien conclu sur Facebook Ads ce qui s'en vient pour 2022, les bonnes pratiques, les défis, puis tout le kit. Maintenant, pour ce qui est puis moi, c'est mon préféré pour 2021, puis ça va peut-être l'être pour 2022 aussi, mais Google Ads. Ça, c'est un peu
Ouais, c'est ma petite star en ce moment. Je l'aime bien parce que pourquoi, on a parlé un peu lorsqu'on avait parlé la dernière fois, mais pourquoi, selon toi, Google n'a pas tant été affecté par. Moi, j'ai mes raisons. Je vais les dire en premier, puis tu me diras si ça fait du sens pour toi. Vas-y. Mais moi, je pense que iOS 14 n'a pas tant affecté Google pour deux raisons principales. La première, c'est pour des campagnes shopping ou bien des campagnes AdWords, ben, c'est du inbound traffic, dans le sens où la personne va taper quelque chose, puis après ça, elle va voir le truc. Fait que c'est pas au niveau du ciblage que tu vas nécessairement aller trouver ton prospect, on pourrait dire. Donc, tu n'as pas vraiment nécessairement besoin tant de données que ça pour être capable d'aller mettre les consommateurs en face des bonnes campagnes ou en face des bons mots-clés, etc. Parce que c'est la logique, elle dépend pas de ça. Puis l'autre raison, selon moi, pour laquelle on ça n'a pas tant affecté iOS 14, c'est qu'à la base, le targeting sur display, c'était déjà un peu de la merde. Tu peux pas être pire, non, mais c'est pas vrai. Je dis ça de façon. Mais je dis ça, là, on rit, là, sauf que j'ai écouté un podcast récemment sur le sujet. Puis Google, en fait, là, eux autres, là, ça se pourrait que peut-être, c'est de oui dire, mais le podcast sont crédibles. Mais le gars, il expliquait que eux autres, ils n'ont jamais trop baigné, justement, dans l'utilisation des données tierces puis des gens pour justement éviter le genre de problèmes que Facebook ont rencontrés dernièrement. Fait que quand iOS 14 est arrivé, eux autres, là, probablement qu'ils n'ont pas, dans le ciblage, ça n'a pas changé grand-chose. Puis, puis c'est pour ça que je le dis en riant, le ciblage sur display, il n'était pas aussi puissant que sur Facebook Ads. C'est sûr et certain. Faites le test même encore aujourd'hui. Sauf que pour ce genre de problème-là, par contre, on peut voir que iOS 14 les a pas vraiment perturbés, dans le fond. Je pense que c'est un peu ça, je sais pas ce que tu en penses, ça. Globalement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, Google a été moins affecté que Facebook parce qu'il y a moins d'utilisation de données personnelles quand une personne fait une recherche. Et peu importe que tu sois un homme, une femme ou que tu aimes tel ou tel type de site, tu fais une recherche. Finalement, la publicité est déclenchée, non pas sur ta personne, mais sur ce que tu es en train de faire. C'était légèrement différent. Après, pour nuancer un tout petit peu ce que tu as dit sur la partie display, il y a quand même quelques campagnes qui marchent très très bien en display et en discovery. Alors oui, le ciblage n'est pas aussi chirurgical que sur Facebook. Ouais. On n'a pas de genre intérêt machin où tu as 1500 personnes dedans. Donc oui, effectivement, c'est moins précis et il est vrai que les campagnes display, c'est pas le meilleur atout de Google Ads, hein, pas se le cacher. Mais voilà, pour autant, il y a quand même des choses intéressantes. Je dirais que le seul impact vraiment d'iOS 14 sur Google, je pense que c'est tout ce qui est audience de remarketing. Parce que du coup, cette fois-ci, si vous faites des cibles des campagnes de remarketing en display, là, du coup, ça utilise vos données personnelles, les cookies, en fait, pour vous proposer de la pub. Donc, c'est plus par rapport à ce que vous faites, c'est par rapport à votre profil. Et là, du coup, là, on rentre effectivement dans le problème que contre, en fait, iOS 14. Donc voilà, pour compléter. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Le remarketing a définitivement venu affecter Google de ce niveau-là. Puis comme tu dis, c'est vrai, là, je dis pas non plus, là, j'ai exagéré un petit peu en disant que c'était de la merde, les audiences, mais c'est que si on les comparait à Facebook Ads, tu sais, je veux dire, tu joues dans le créateur d'audience dans Google Display, puis tu sais, c'est vraiment pas aussi pointu que sur Facebook Ads. Puis c'était un choix de Google. Puis moi, je m'étais tout le temps posé la question aussi, justement. Je me suis dit, tu sais, les autres, ils ont tellement plus d'informations que Facebook. Pourtant, ils seraient capables d'aller loin. Mais justement, peut-être qu'ils l'ont pas fait parce que eux autres, leur réalité d'affaires était différente. Puis ils voyaient ça peut-être comme un potentiel. Puis, at the end of the day, tu vois, regarde, ça les a... pas que ça les a aidés. Le business model est différent. Hein. Le business model est complètement différent. Tu payes au clic sur ton Google, alors que Facebook, tu payes à l'impression. Donc ils ne gagnent pas d'argent de la même manière. Ils ont moins besoin de données, en fait. Alors que Facebook, encore que maintenant, tu cibles plus grand-chose. On en a parlé juste avant. Là. Ce qui, du coup, règle un peu le problème. Mais je pense que c'est aussi un peu pour ça, d'ailleurs, alors je sais pas si c'est lié ou pas, tu vois, mais le fait qu'ils disent ouais maintenant il faut cibler en large, machin, non c'est mieux c'est Facebook hein, en plus, vous aurez des meilleurs résultats en faisant ça, travailler la créa. En fait c'est un peu aussi mettre le problème, c'est plus ciblage maintenant, c'est travailler votre créa.
Parce qu'en Ouais, fait, c'est ça. le ciblage, On essaie de le mettre. ciblage n'existe plus, en fait. Ils n'ont plus, Ouais. ils ont un propre ciblage, donc ils peuvent plus, il n'y a plus rien à faire, en fait. Et ils ont plus, enfin, c'est pas qu'ils ont plus les données, ils en ont toujours, évidemment, mais en fait, ils ont un peu repassé la patate chaude en mode, ah, bah, avant, c'était effectivement, fallait travailler le ciblage, c'était un peu la force de la plateforme. Et maintenant qu'il n'y a plus ça, bah, oui, on a peut-être l'algorithme, il travaille très bien maintenant, il n'y a plus besoin il y a plus besoin de ciblage. Débrouillez-vous sur vos créas. Et, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi en vrai, hein. Bon, C'est une je pense bonne que réflexion, ouais. l'algo travaille mieux, je veux bien l'entendre, hein, mais je pense qu'il y a un petit peu de patate chaude aussi, Ouais, je suis de d'accord. fouiller le. J'avais pas Et te pensé à dire, ça, je suis d'accord. et que maintenant, si tu te dis, ah, vous avez des mauvais résultats, ah, bah, c'est pas à cause de S14, c'est que vos créas sont pas bonnes, hein. Ouais. D'accord, très bien. Donc, la créa marchait très bien il y a 3 mois, tu sais, genre, mais bon, bref. Mais ouais, c'est vrai. Puis définitivement vrai. Puis sinon, au niveau de Google, là, plus spécifiquement au niveau Google AdWords, moi, c'est une chose que je vois pour 2022. C'est pas nécessairement relié. En fait, c'est un message qui s'adresse aux personnes qui n'utilisent pas Google AdWords. Moi, je dirais que l'an 2022, c'est probablement l'année de l'utiliser si vous dépendiez, si votre SEO était comme votre principale source de trafic. Parce que faites le test, tout le monde, là, comme tu vas checker, tu vas regarder quoi sur Google, tape un truc, puis regarde le nombre d'annonces qui sont positionnées avant même des sites organiques. Puis plus ça avance, on dirait que surtout dans la dernière année, j'ai vu un gros changement, mais plus ça avance, moins il y a d'espace pour des résultats organiques. Ça reste quand même important, ça reste encore là, première page, deuxième page, blablabla. Mais moi, de mon côté, en ce cas, je le vois, là, euh, le paid media sur la page de moteur de recherche Google prend énormément davantage de place En qu'auparavant. Qu'est-ce que place. t'en penses, toi? Je suis assez d'accord avec toi. Faut pas confondre SEO et SEA pour ceux qui nous écoutent. Donc, le SEO, le SEO, c'est un marathon, là où Ouais. le SEA, c'est un sprint. Euh, c'est vrai que finalement, quand t'as beau être premier en organique, sur certaines thématiques, c'est très, très compliqué d'être premier. Il y a tellement de concurrence ou de gros acteurs que des fois, en fait, ta première place, tu l'auras jamais, tu le sais. Mhm. Tu touches la deuxième ou la troisième. Sauf qu'en fait, qui clique sur le deuxième ou troisième lien organique, quand t'as déjà 4 liens paid d'en haut, suivi de 2 liens organiques, c'était troisième, c'était quasiment en bas de la page, enfin, en bas de la page, t'es au milieu de ta page de résultats de ta SERP, Mhm. personne n'a cliqué sur ton lien. Personne. Enfin, personne, non, mais il y a très peu, en fait. Et d'ailleurs, je crois que la différence de taux de clic entre le premier et le deuxième lien, j'ai énorme. J'ai plus les chiffres en tête. Je crois que c'était 35% des personnes qui cliquent sur le premier lien. Et en fait, t'as plus que 10 et quelques qui cliquent sur le deuxième, tu vois. Mhm. Un grand paid, dire la différence que c'est, quoi, c'est 3 fois plus. C'est violent, quoi. Bon, c'est des chiffres, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est dans ces ordres de grandeur. Et du coup, c'est vrai que du coup, pour moi, le SEO et le SRS, ça reste complémentaire. Donc, pour moi, en 2022, Ouais. je pense que c'est un peu comme 2021, c'est qu'il faut continuer de travailler les deux. Ouais. N'arrêtez surtout pas déjà votre travail de SEO. C'est tellement long que si vous arrêtez, vous prenez encore plus de retard. Donc, clairement, votre SEO continue de le travailler. Il faut, puisque c'est gratuit, en quelque sorte. Euh, Ouais. Plus ou moins. Donc, ça, continuez-le. Et après, avec le paid, peut-être qu'en ce cas, peut-être des stratégies différentes selon est-ce que c'est de la longue traîne ou pas. Ça peut être intéressant de se positionner dessus. Peut-être que les mots-clés très compétitifs, si vous allez être très mauvais en SEO, vous n'arriverez jamais à être premier, bah, achetez-les en priorité sur le paid pour être Ouais. présent. Et par contre, si vous avez plus de chances d'être sur des requêtes moins tapées à longue traîne, peut-être que ça vaut peut-être le coup davantage de faire de SEO sur ces mots-clés-là. Donc, Mhm. bref, après, c'est de la stratégie globale, mais je dirais que sur 2022, finalement, il n'y aura pas forcément beaucoup de changements par rapport à 2021 sur la partie paid. Alors, ça prend un petit peu plus de place pour reprendre ton point initial. Souvent, en plus, si vous êtes sur un produit shopping, en plus, il y a les annonces shopping qui viennent se mettre encore au-dessus Ah, là, c'est ça, on va sur en parler de ordinateur. shopping, justement. Donc, ouais, je dirais que ça prend de plus en plus de place. En fait, pour moi, il faut être présent en paid. Il faut être Ouais. présent en paid. C'est au moins sur quelques mots-clés clés pour votre business. Branding campaigns. Le monde a l'air d'oublier ça, là, mais des mots-clés branding. Colin, que c'est important, ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Puis Ouais. le monde ne le font pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, je pense que j'ai dû en parler dans un des épisodes, ouais, dans le premier épisode de la série sur
Google, premier épisode, c'est une campagne branding, ce que c'est que, mettons, ton nom de compagnie, c'est chaise longue X. Bon, ben, choisis chaise longue X comme mot-clé sur lequel te positionner, même si tu sais que la personne cherche pour toi, parce qu'il y a des chances que des compétiteurs utilisent le nom de ta compagnie pour être capable d'aller chercher ton trafic et vice-versa. Donc, vraiment important. Puis en plus, si Google le sait que c'est ta compagnie, parce que Google, c'est une machine assez intelligente, ben, tes coûts par clic sont ultra pas chers sur ce genre de campagne-là. Pourtant, c'est elles qui vont te rapporter le meilleur retour sur investissement à chaque fois. C'est un peu comme du remarketing, dans le fond, quand on y pense, parce que c'est du monde qui connaissent déjà la marque, qui veulent retourner sur le site web. Mais t'es mieux d'être partout dans ce temps-là que d'être nulle part ou du moins d'être plus caché parce que tes compétiteurs vont venir chercher ton spot. C'est juste ça que je voulais dire sur le sujet. Je pense que ça peut clore le AdWords pour 2022. Ouais. Shopping. Pareil, hein. Ouais. Shopping, pour moi, c'est un peu le grand gagnant. Ouais. Sur beaucoup de mes clients. Là, on est début janvier 2022 et je suis en train de faire un petit peu les analyses de Q4 2021 de mes clients. Et clairement, shopping, c'est un peu le grand gagnant en termes de volume, de chiffre d'affaires. Les ROI sont bons. Enfin, c'est bon, c'est pareil, ça dépend toujours de tout. Si t'as un bon produit, si t'es OK. Bref, ça prend plein de détails. Mais globalement, ouais, shopping, ça marche très, très bien. Si vous êtes un e-commerçant, shopping, quoi. Ouais. Allez-y. Quitte à couper À d'autres trucs à fond. côté, si vous avez des budgets limités, si ça marche bien sur shopping pour vous, d'ailleurs, c'est plus de cash qui rentre et vous pourrez relancer d'autres trucs avec ce cash-là par la suite. Mais ouais, s'il y a un truc à prioriser pour un e-commerçant, aujourd'hui, pour moi, c'est shopping. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu serais d'accord à dire que ben, tu l'as pas mal déjà dit, mais shopping, c'est pas mal le numéro un c'était probablement le numéro un pour 2021, puis pour 2022, ça risque, pour ceux qui vendent en ligne, bien sûr, des produits, ça va être Ouais, définitivement le numéro un pour ces personnes-là. Parce que, tu sais, les gens, ils tapent quelque chose, ils sont déjà conscients de leurs besoins, donc tu ne dépends pas de third-party data pour être capable de faire ton ciblage. C'est quelque chose qui fait de façon plus naturelle, on pourrait ouais, dire. Tu vas rejoindre des gens qui sont déjà conscients de leurs besoins. Puis là, ce qui est fou avec Google, c'est que si tu as un bon prix, puis tu as des bonnes images produits, puis tu suis les bonnes pratiques, que tu as fait un bon mapping de ton Google Merchant Center, bien là, à ce moment-là, ton produit va s'afficher. Puis tu peux aller te chercher des ventes, d'aller rejoindre un trafic qui est déjà conscient de ses besoins. C'est gros quand même, là, c'est vraiment gros. Parce que moi, je veux dire, comme toi aussi, là, moi, les budgets ont vraiment shifté complètement Google Shopping. Puis penses-tu que ça va aller penses-tu que ça va continuer? C'est la façon que tu parlais de Facebook tantôt, j'imagine que ça va continuer d'aller de l'avant ici, hein? ouais, je pense que non, je pense que clairement pour moi, Google Shopping, il y a encore de beaux jours devant lui. Hmm. Je pense même que ça va encore se développer encore davantage. Comment? On en avait un petit peu parlé dans l'autre podcast, mais effectivement, je pense que il y a l'arrivée de tout ce qui va être service, Yes! potentiellement. Ça, J'ai je pense que tellement ça va hâte. arriver. On pourra comparer les différents prestataires de services. Je sais pas, vous cherchez un dépanneur informatique près de chez vous. Là, le shopping s'active pas parce que voilà, c'est pas un produit. Dans pas longtemps, on aura les 5 ou 10 dépanneurs informatiques près de chez vous avec le tarif horaire qui est pratique. Et vous pourrez booker je sais pas, un rendez-vous en ligne. Ou Mhm. bref, pas forcément pas forcément de transaction d'argent. En fait, vous pourrez au moins prendre rendez-vous, par exemple. Donc, on peut quand même, pour le coup, compter une conversion, en fait, qui est une prise de rendez-vous. Donc ça, c'est quasi sûr. Voilà, ça va arriver à un moment, pas cette année, mais voilà, ça va arriver. Après, ça peut être une question d'inventaire aussi. On pourra afficher sur plus de produits. Là, on est arrivé sur Google Images, par exemple, sur Google Shopping. Mhm. C'était développé, cette année, enfin 2021, ou c'est même peut-être fin 2020, je sais plus. On arrive effectivement, Google Shopping est arrivé sur, je dis on, c'est pas moi, Google Shopping est arrivé sur Google Images. Donc bref, voilà, je pense vraiment que Google, avec les smart shopping, etc., qui arrivent dans Gmail, etc. Bref, je pense vraiment que le shopping a de beaux jours devant lui. Ouais. D'autant plus avec le déclin de Facebook, Instagram. Je Clair. pense je pense que le grand perdant dans l'histoire, c'est vraiment Facebook, Insta, Ouais. à cause d'iOS 14 Mhm. et aussi du vieillissement un peu des plateformes. Ouais. Voilà, en vrai, qui va sur Facebook à l'heure actuelle? Moi, j'y vais plus. Hein. Enfin, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je vais plus sur Facebook. Facebook, pour moi, c'est ma mère. C'est ma mère, ma tante. C'est du 45 et plus. Et après, tu as quelques groupes Facebook
et dans lequel je suis, parce que je suis des formations, ça c'est un enfer d'aller dessus. J'y vais juste parce que c'est le groupe Facebook qui est sur Facebook. C'était un groupe Facebook en fait, mais si je pouvais avoir un truc ailleurs, j'irais ailleurs. Un groupe WhatsApp, un groupe Slack, un groupe ce que tu veux. Ouais. Mais je vais plus du tout sur Facebook. J'utilise encore Instagram. Ouais, aussi. Voilà, parce qu'on est dans cette, on a shifté en fait, on a shifté de Facebook vers Insta. Ouais, Tu prends en 2000, c'était quelle année 2012. Ouais, un peu avant, 2008-2009, 2008-2009 Facebook, plus ou moins. ouais, 2008-2009, c'était Facebook, et là, depuis 2015, c'est Insta, quoi, tu vois. Parce qu'on a définitivement. shifté, et ça se trouve et tu prends les gens qui ont 17, 18, 19 ans, 20 ans maintenant, tu leur dis Instagram, ouais, c'est le truc des 25 et Ouais. plus, tu vois. Ils vont Et utiliser TikTok ils ou. sont sur TikTok ou Snap, tu vois. Et ça se trouve, Ouais. dans 5 ans, tu vas encore avoir un autre truc qui va sortir pour les nouveaux 15-20 ans, mais des gens qui ont 10 ans en ce moment, tu vois. Ouais. Et quand ils vont TikTok, c'est le truc des 25 ans et plus. Ouais. Instagram, ouh. Et Ouais. ils vont Facebook, c'est ma grand-mère. Ouais, c'est Voilà. ça. Et en fait, après, C'est ça vrai, dépend hein? un peu de qui vous voulez cibler, hein. Si vous faites des produits pour les personnes âgées, Facebook, c'est parfait. Mais enfin, voilà, chaque plateforme a sa cible. Ouais. Et c'est vrai que du coup, Facebook, Instagram, le problème de tracking, tous les problèmes aussi un peu, pas les problèmes éthiques, mais tous les sujets qu'il y a eu un peu de controverse aussi avec les élections, trucs et machin. Ça, c'est un peu aussi de la pub négative, tu vois, pour Facebook. Ouais, Et à côté absolument. de ça, t'as Google qui est relativement droit dans ses bottes, Tranquille, ouais, c'est ça, eux autres, il qui s'est rien délivre ses passé. résultats, qui est pépère dans son coin, qui dit rien, qui développe YouTube tranquillou. Ouais. Et à côté, t'as TikTok qui fait hey, coucou Ouais. et qui derrière bouffe en fait Facebook, Instagram au fur et à Ouais. mesure, un peu comme Ouais. un ogre. Et, euh, et entre tout ça, t'as les petits, t'as Snapchat et Pinterest, on a coucou, on est Ouais. Ouais. là, On essaie de se faire un chemin. on essaie de se faire un chemin, on est toujours vivant. Voilà, personnellement, j'ai jamais utilisé Snapchat à titre personnel. J'ai créé un compte une fois pour voir à quoi ressemblaient les pubs dessus, parce que, il fallait que je sache. Mais je m'en suis jamais servi. Je trouve le principe, et c'est personnel, débile, que la conversation disparaisse. Mais bon, c'est mon point de vue, voilà, c'est mon point de vue à moi. Il y a sûrement plein de cas d'utilisation qui sont super intéressants. Après, bon, à la base, Snapchat, c'est pas de la messagerie, c'est une caméra à la base. Le centre de Snapchat, c'est la caméra. Donc voilà, on va rentrer en détail. Mais ouais, Jacques, voilà, Google et notamment Shopping, droit dans ses bottes, et 2022 va être sur la continuité de 2021. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Puis une chose que j'ai remarqué aussi, puis je l'ai vu avec des clients, comme je l'ai vu aussi sur la plateforme même. Puis ça, je pense que c'est bon de démystifier ça un peu. YouTube, c'est pas comme Facebook Ads. Ça, il faut que le monde se rappelle ça aussi, par contre, en contrepartie, là, parce que je vois beaucoup de clients qui essaient de faire le shift. Puis il y a beaucoup de podcasts aussi qui expliquaient, bon, ben, c'est bon, Facebook Ads n'est pas là, mais vous avez encore YouTube. Tu sais, c'est comme on essaie de trouver des solutions. On va pitcher celle-là. Mais c'est tellement pas la même chose. C'est deux réalités complètement Non. différentes. Tu sais. Puis j'ai justement un épisode juste sur YouTube, celui qu'on vient de sortir, celui que je viens de sortir avant ça. Tu sais, YouTube, c'est encore une fois, tu utilises le même targeting que Google Display. So, déjà là, c'est pas aussi puissant. Puis en plus, tu sais, c'est des gens, c'est encore plus intrusif, on pourrait dire, que sur Facebook Ads parce que t'as 3 secondes, mettons, ou 15, ou peu importe, tout dépendant du type de publicité que tu fais, que tu peux pas skipper la publicité, tu peux pas la passer. Donc, c'est vraiment pas. Moi, Ouais. je l'ai fait beaucoup de YouTube ads, là, puis je sais pas, c'est pas ça qui va apporter le plus de conversion non plus. Ça dépend toujours pourquoi, bien sûr. Mais tu sais, Ok. ça va pas venir le remplacer non plus. Là, ça va, selon moi. Je sais pas, toi, tu as peut-être une expérience différente avec YouTube Ouais. Ads, mais moi, je l'aime, je l'adore, mais je suis posé là-dessus. Là. Moi, j'ai une expérience relativement différente. En fait, moi, au contraire, j'aurais tendance à dire en fait que YouTube a de l'avenir et qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus, au détriment un peu de Facebook, justement. Je vais prendre un exemple d'un de mes clients qui investit quand même beaucoup, hein, qui était quasiment sur si je prends juste Q4, Q4, bon, c'est un e-commerce. Forcément, le Q4, c'est son plus gros quarter. Et je crois qu'il a investi pas loin de 2 millions, je crois, un truc comme ça, d'euros Wow. sur Q4, principalement sur Google, mais surtout sur Facebook. Je crois que Google, ça devait être 30% de son investissement et
65% c'est Facebook et les 5% c'est un peu de Criteo, un peu de Pinterest et de Bing, tu vois. Enfin, Microsoft maintenant. Bing. Ouais, Bing. Et du coup, en gros, tu vois, je regardais un petit peu tu vois, là, il a une stratégie où il pilote, du coup, pour reprendre ce qu'on parlait de part des ROS, il pilote pas forcément au ROS, ses campagnes Facebook, il regarde, OK, j'ai investi tant, j'ai gagné tant. OK. Exact. Donc ça, c'est très bien. Il a déjà ce niveau d'annonceur, il commence, il a compris qu'il fallait réfléchir au niveau macro et pas, tu pilotes forcément d'un point de vue micro, telle pub par rapport à telle pub ou tel ciblage par rapport à tel ciblage, mais il regarde la big picture. Et en fait, je regardais un peu les CAC, tu vois, ils perdent de l'argent sur Facebook, il le sait. Il y a des ROS qui sont en dessous de 1. Il y a des ROS qui sont à 0,7, 0,8. Les marketing, il a 2,3, tu vois. Mais en acquisition, avant iOS, il était pas trop mal, tu vois. Depuis iOS, clairement, il a 0,8, 0,9. Il peine à peine à avoir un 1 de ROS. Et il y a plein d'annonceurs qui ont arrêté de dire, je perds de l'argent, j'arrête. Lui, en fait, il sait très bien que l'argent qu'il investit sur Facebook, c'est des retombées sur sa brand, c'est des retombées sur Google Shopping, c'est des retombées sur tous ses leviers d'acquisition. C'est sûr. Donc, il sait qu'en fait, il gagne de l'argent en perdant en quelque sorte sur Facebook. Donc, et au final, il est gagnant. Donc, ça, c'est une très bonne stratégie qui est là, pas de souci. Mais j'ai regardé un petit peu les CAC, donc les coûts d'acquisition qu'on a sur du Facebook. Tu vois, il fait des ventes à 70, 73 euros la vente et il a un panier moyen à 75, 80. Donc, tu vois, je dis qu'on est à 1 de ROS, c'est à peu près ça, tu vois. Et je regardais sur Google, sur YouTube, on est à 45 de CAC, tu vois. 45 de CAC, on a investi 100 000 euros, tu vois, en acquisition. Et on a des CAC à 45. Et encore, ça prend que le post-click. Ce qui est très bon. Je rajoute après les conversions post-affichage. Quel genre de produit que c'est? Ils vendent des sacs à dos, ils vendent des trousses, des gourdes, des bonnets. Ils vendent plein de trucs différents. En fait, il reprend un peu des produits de base et il les change pour les rendre un peu plus ingénieux en quelque sorte. Il va y avoir un bonnet, tu vas avoir des bonnets, tu peux changer le pompon par exemple, ou des sacs, tu peux changer la pochette devant. Et du coup, en fait, c'est du produit de grande consommation, hein, c'est pas une niche du tout. Et en fait, tu regardes les CAC, tu dis, mais en fait, à ce rythme-là, si tu payes 73 euros, t'as ta vente sur Facebook et 43 sur YouTube. Genre, arrête Facebook mais en tout cas, fais le transfert de ton budget, mais 400, 500, 500 000 euros sur YouTube. En plus, tu payes à la vue. T'as raison. Tu payes au bout de 30 secondes de vue. Donc, le mec qui a vu 25 secondes de vidéo, ça t'a rien coûté. Tu as le même effet branding au final, alors que sur Facebook, ça dépend du type de campagne que tu vas faire, mais ouais. Ça dépend du type de campagne. Mais voilà, tu vois le principe. Mais tu vois, il y a une grosse différence par rapport à ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on a tendance à dire, mais Facebook, il y a énormément de retombées, etc. Et sur YouTube, tu en as aussi beaucoup, en fait. Tu as aussi beaucoup de retombées. C'est quand même beaucoup de gens qui vont te voir et qui vont te voir longtemps, pas juste une demi-seconde en scrollant ton feed, tu vois, que tu auras payé, du coup, en plus. Là, non, ils vont vraiment, au moins, en tout cas, au pire, voir 5 secondes de ta vidéo. Ouais. Et si ta vidéo est bien montée, dans les 5 premières secondes avant de pouvoir skipper, tu as au moins le nom de ta marque, ton logo qui apparaît à l'écran. Donc, le mec, s'il voit pas, il n'est pas dans son écran, il a entendu. Et s'il n'a pas le son, il a vu. Et ok, déjà, le mec, il a vu ta marque. Voilà. Et ça t'a pris, ça prend 5 secondes. Et ça, c'est super important. Et tu vois, au final, à comparer les CAC et YouTube, pas si mal que ça, en fait. Pas si mal que ouais, ça. t'as raison. En fait, tu me fais penser, puis c'est vrai, ça apporte. Je pense que YouTube, là où ça peut bien fonctionner, selon moi, puis je pense que tu le dis bien, c'est que c'est des clients ou du moins des entreprises qui vont faire de la pub multi-channel, on pourrait dire, qui vont être sur YouTube, qui vont être sur Facebook, etc. Là, à ce moment-là, YouTube peut être capable d'aller chercher un edge définitivement intéressant. Parce qu'encore une fois, c'est le nombre de points de contact que tu vas avoir, surtout si ton produit se vend bien en vidéo. Là, à ce moment-là, you're golden. Puis même que j'ajouterais aussi pour contredire ce que je disais il y a 15 secondes sur YouTube, si c'est de la publicité locale aussi, YouTube, c'est wow. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, pas mal tout le monde a des téléviseurs intelligents ou bien Chromecast ou Apple TV, whatever. À ce moment-là, la seconde que tu es sur YouTube, sur ta télévision, puis même si c'est de la pub locale, c'est comme si plutôt que de payer la chaîne de télévision qui coûte ultra cher, qui n'est pas vue par grand monde puis qui ne sert pas à grand-chose, là, tu fais quand même, t'as le même poids publicitaire, mais pour des coûts qui sont fractionnaires. Donc, ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là aussi pour une entreprise locale. Mais comme tu dis, ouais, non, c'est bon d'avoir un point de vue différent. Moi, tu vois, mais c'était plus des campagnes précises et tout, spécifiques qu'on avait essayé sur YouTube qui avaient moins bien fonctionné. Mais quand on y va 360, définitif, je pense que
Je suis pas mal d'avis avec toi là-dessus, ouais, Il définitif. faut du budget, par contre. Il faut vraiment du budget C'est c'est pour ça ça. que si vous avez 200 euros, t'as fait du Facebook dans ces cas-là. Ok, très bien. Mais là, tu vois, on était quand même sur un budget, c'était 120 000 euros, c'était des campagnes qui Du avaient 2-3 000 porte-à-porte euros avec par 200 jour. euros. Ouais, tu fais rien. Là, c'était 2, 3, 4 000 euros par jour, des fois, de YouTube, Ouais, tu c'est vois. ça. Donc, ouais, il y a un potentiel de scale derrière qui est très bon, tu vois. Après, voilà, il y avait la saisonnalité en plus. Faites pas ça dans un creux de saison avec 200 euros, il va rien se passer. Ou du marketing à Mhm. la rigueur. Et peut-être, il y a un point aussi qui peut être intéressant pour 2022 aussi, qui est nouveau sur Google, c'est les campagnes Performance Max. Les campagnes Performance Max qui sont sorties donc, en bêta en juin, je crois, et qui ont commencé à être un peu distribuées de manière officielle sur tous les comptes à partir depuis octobre, je crois. Alors, c'est pas encore sur tous les comptes. C'est en fait un nouveau type de campagne, au même titre que Search, Shopping, YouTube, Display, etc. Et en fait, c'est un type de campagne qui va en fait faire tout à la fois, C'est ça. qui va vous faire du search, qui va vous faire du display, du shopping, du Gmail, du YouTube. Donc vous allez fournir en fait, vous allez fournir des titres, des descriptions, des images, des vidéos, des audiences aussi. Ah ben là, ce Ouais. type d'audience-là, voici les gens qui vont sur mon site d'habitude et qui achètent. Voici, tu crées des audiences personnalisées, donc les fameuses custom intents, basées sur des mots-clés, basées sur des sites de concurrents, etc. Ça Et marche bien, après, en ça. fait, à partir de ça, la Performance Max va faire un peu tout. Elle va faire du Mhm. search, du YouTube, du display, du shopping, ce que tu veux. Alors, pour l'instant, c'est très opaque. On ne sait pas, vous avez investi 500 euros sur votre Performance Max, vous ne savez pas D'où ça combien, provient. ouais, d'où ces 100 euros sont partis en search, 100 euros en YouTube et 300 euros en shopping. C'est complètement opaque. Donc, on n'a aucune visibilité là-dessus. On ne peut pas exclure de mots-clés. Donc, pour Comme, l'instant, c'est un peu ouais. encore en phase 1, on va dire. C'est un Mais peu la phase 1. Et je parlais avec une account Google là, pour un de mes clients. Et je disais, ouais, elle me disait, ouais, fais des performances. Je fais, ouais, j'ai testé. On a des ROI qui sont à 3, tu vois. C'est trop cool, tu vois, c'est ce qu'on voulait. Le problème, c'est que derrière, en fait, dans les insights, c'est beaucoup de requêtes marques. Je sais pas du tout sur quoi je me positionne. Je sais pas sur quoi je dépense. Elle me disait, ouais, pour l'instant, c'est opaque, mais apparemment, ça va arriver. On aura des rapports avec tu vraiment penses? bêta, YouTube. Bah, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, ouais, c'est OK. encore en bêta, mais ça va arriver. Et du coup, derrière, tu pourras vraiment optimiser un peu plus, on va dire, les dépenses selon les plateformes. Tu peux avoir différents groupes au sein de tes performances max. Parce Euh, que j'avais Ça reste très l'impression que automatisé, hein. c'est ça, mais c'est ça exactement, c'est ça. J'avais l'impression que Google s'en allait vers ça un peu parce que tu regardes des campagnes smart, par exemple, des campagnes smart, c'est ça, c'est un peu ça leur logique, ça va te donner probablement des meilleurs résultats qu'une campagne standard, mais après ça, essaie d'aller voir c'est quoi que les mots-clés qui ont été tapés pour arriver, si ça, impossible. Puis là, ben ça, c'est un C'est petit peu pas. la même logique. Mais tu me dis que la madame de chez Google t'expliquait que il allait avoir, ça c'est intéressant à ce moment-là, parce que là, il y Ouais, a après, quelques c'est ce qu'elle m'a places. dit, hein. C'est ce qu'elle m'a dit pour que je lance la campagne. Donc après, c'était du bullshit marketing aussi qu'elle m'a sorti ça juste pour que je lance. Non, mais voilà, on est honnête, hein, elle a sûrement dit ça pour que je lance la campagne et qu'elle ait sa prime à la fin du mois. Euh, mais, euh, mais ça avait l'air relativement cohérent. C'est qu'effectivement, dans la partie Insight, quand tu lances ta campagne Performance Pack, c'est vide, c'est écrit, bah, veuillez attendre. Et je me suis dit, bon, on va attendre, on n'aura jamais rien. Et non, ça commence à arriver. Toi, j'ai des insights, je sais sur quel mot-clé j'ai fait des conversions, sur quel type de requête. J'ai des clients, c'est beaucoup de requêtes marques. J'ai un Hmm. autre client où j'ai une campagne marque donc de branding classique, où j'achète les mots-clés de la marque. Par contre, dans ma campagne Performance Max, j'avais uniquement acheté des produits. Donc, c'est un client qui vend des accessoires pour chiens et chats. Et lui, en gros, son produit principal, c'est des paniers. C'est les paniers pour chiens. C'est là-dessus qu'il marche le plus. Et en gros, ce qui m'expliquait, en fait, enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne Performance Max avec du coup tous ces produits, son flux shopping, uniquement les produits paniers, pas le reste. Des titres paniers, des vidéos YouTube qui parlent du panier, des vidéos display, enfin des images display panier. Vraiment tout fait genre mode panier, panier, panier. Et dans mes insights, j'ai quasiment aucune requête marque. J'ai que des ventes et j'ai 3 de ROS dessus. J'ai quasiment que des requêtes, genre panier chien, lit pour chien, tapis pour chien, etc., etc. Donc après voilà, c'est les insights que Google me donne. Est-ce qu'il y a tout dedans? J'en sais rien. Si je prends un autre client où j'ai fait la même chose, là par contre j'ai que de la requête marque à l'intérieur parce que j'ai pas de campagne de branding à côté. Donc visiblement, on dirait qu'il prend quand même en compte les campagnes qui sont déjà actives sur le compte, on dirait. Je sais pas encore, c'est encore un petit peu flou, je suis encore en train de découvrir. C'est relativement nouveau. Mais Mhm. je dirais que pour un annonceur qui nous écoute, qui veut faire de la pub sur Google, qui n'y connaît rien, qui veut faire un peu de tout, ou qui a de quoi tout faire, donc qui a une bonne vidéo YouTube quali, qui a des images quali, qui a un flux shopping quali, mais qui n'a pas forcément le temps de tout gérer,
et qui a genre 500 euros par mois, tu vois, ou 1000 euros par mois, ou 1500 dollars canadiens pour le coup, tu vois, ça peut voir le coup, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Pourquoi pas faire Ouais, je suis une d'accord. campagne performance max et tu mets tout dedans et t'as rien à faire en termes de gestion. Après, si t'es un plus en mode geek, technicien, t'aimes bien tout savoir et tout contrôler, ça va pas être pour toi. C'est ça. Par contre, en vrai, si voilà, tu veux faire un peu de tout, que t'as pas trop de budget et que tu veux pas trop te prendre la tête à tout gérer, ouais, enfin, ça se tente, hein, franchement. C'est intéressant. Tu vois, j'ai pas eu la chance. Ben, j'ai touché un petit peu à ce genre de campagne, puis effectivement, ça apporte des résultats intéressants, mais pas au niveau où toi, c'est définitivement quelque chose sur lequel je vais devoir m'attarder en 2022. Là, j'ai pris ça en note ici là, pour certains. Tu sais, si tu t'en parles, puis je me dis comment, mon Dieu, pourquoi j'ai pas testé pour ce client-là ou Ouais, celui-ci, puis ça ferait du ouais. sens. Mais Faut le tester, ouais. Ouais. ouais, non, définitivement. Mais je pense que, écoute, je pense que ça résume pas mal bien. Google en 2022, Ouais. probablement le plus important pour la plupart, du moins ceux qui vendent des produits, même pour ceux qui vendent des services à cause de AdWords et YouTube, bien entendu. Mais ceci étant dit, on va sauter, peut-être même conclure sur la bête noire de 2022, l'indomptable, l'incompréhensible TikTok pour certains ou Ouais. certaines. Ça peut être assez puis même moi, des fois, je vais faire une petite mise en situation là-dessus. Moi, en fait, j'ai eu la chance de l'utiliser quand même pas mal, surtout dernièrement, la plateforme publicitaire TikTok, parce que si tu parlais de user-generated content, ben justement, c'est un peu dans la même sphère. Je travaille avec un bon collègue à moi, un ami, un collègue, David Morneau, de InBeat. Puis lui, dans le fond, il a une grosse agence d'influenceurs, peut-être aujourd'hui la plus grosse au Canada, je sais pas, probablement il est rendu là, ou du moins il est en train de s'y rendre. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est, eux autres, à la base, ils vont rejoindre les influenceurs en fonction des niches de certains produits, ou etc. Puis, ils vont mettre en contact, dans le fond, les influenceurs avec les marques ou du moins avec la marque qui veut faire du marketing d'influenceurs. Voilà quoi. C'est eux autres qui vont s'occuper de ça. Une agence d'influenceurs, qu'est-ce que je te dis? Puis évidemment, ce qu'ils utilisent le plus comme channel, c'est définitivement TikTok. Là, on parle de organique. Mais après ça, là où j'embarque, c'est qu'il y a plusieurs causes. Parce que c'est souvent des grosses corporations. Ils vont aussi débloquer un gros budget pour tenter de faire de la publicité sur ces plateformes-là parce que ça va aller chercher plus loin que le reach organique de l'influenceur, de ci ou ça. Donc là, ça peut être assez intéressant. Mais là, est-ce que ça veut dire, parce que TikTok, c'est quand même assez similaire à Facebook / Instagram en termes de plateforme de plateforme, je veux dire, on pourrait dire à utiliser, mais c'est définitivement pas la même chose. Même au niveau du contenu sur la plateforme, mais aussi puis c'est surtout là-dessus que je m'attarde. La plateforme publicitaire est vraiment, vraiment similaire à Facebook Ads, mais définitivement pas pareil aussi parce que, puis toi aussi, tu as eu la chance de l'utiliser à quelques reprises. Tu sais, c'est vraiment pas aussi complet que sur Facebook Ads. Il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens, énormément de questions en suspens. Parce que moi, j'en avais beaucoup. J'ai tout le temps eu, tu sais, puis l'information n'est pas tout le temps disponible parce que sur Facebook Ads, ça fait longtemps que c'est là. Tu as des articles de blog sur des sujets vraiment précis, tandis que TikTok Ads, c'est nouveau, donc l'information est plus dure à trouver. Puis moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, là, rapidement, vite fait, là, il y en a beaucoup qui se disent comme Hey, on va sauter là-dessus, puis on va faire ce qui se passait bien sur Facebook, OK, garde, Monique sort le même contenu qu'on avait sur Facebook, mets-moi ça sur TikTok, puis on devrait faire les mêmes bons résultats parce que c'est la plateforme de l'année, mais non. Il faut mettre les barres, non, c'est les points sur les i puis les barres sur les t. TikTok est définitivement pas la même chose que Facebook. Puis selon moi, c'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, de ceux que je vois qui ont du succès avec les clients avec lesquels on travaille, puis mes clients actuels aussi que j'onboard sur TikTok, pas juste avec mon collègue David, il faut qu'il y ait une présence déjà à la base sur la plateforme. Il faut déjà qu'il y ait de l'activité. Puis il faut vraiment que le contenu soit fait pour la plateforme aussi. Tu ne peux pas amener le contenu de n'importe où. En tout cas, moi, c'est mes gros insights que je sors de la publicité sur TikTok Ads. Sinon, c'est génial. Le coût par clic est moins cher, le CPM est moins cher. Mais une autre chose aussi qui est à comprendre, mesdames et messieurs, sur TikTok Ads, qui est vraiment important, c'est la fenêtre d'attribution. C'est un petit peu comme Google Analytics. Eux autres aussi, ils vont avec le last click. Donc, c'est pour ça que tu vas techniquement avoir moins de conversions
dans la plateforme que si tu n'aurais, par exemple, sur Google ou sur Facebook, où là, c'est un petit peu différent. Mais moi, c'est un peu ça que j'ai à dire sur la plateforme. Tu sais, ça va vraiment dépendre de ton contenu, de l'activité que tu fais déjà sur celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est marrant ce que tu dis. Alors, j'ai moins d'expérience que toi sur TikTok. J'en ai fait assez peu et ça fait un moment que j'ai pas retouché. Donc, je pense que la plateforme a dû évoluer entre temps. Mais Ça change vite. de ce que je me souviens et de ce que j'ai pu entendre aussi récemment, c'est exactement ça. C'est les deux points, enfin, les deux points que tu as dit. C'est un, et ça, je pense que c'est peut-être c'était le point le plus important à l'époque, c'est de déjà avoir une présence sur la plateforme. Arriver aujourd'hui sur TikTok et dire je vais mettre 10 000 euros ou 15 000 euros de pub parce que j'en mets déjà 100 000 sur Facebook et d'avoir aucun contenu organique à côté, c'est du suicide. Et ça sert à rien. En fait, je sais pas ce qu'on va vous dire, les 15 000 euros que tu voulais mettre en pub, bah c'est quoi? Dépense ces 15 000 euros en création de contenu et crée-toi un vrai positionnement de marque et une vraie présence sur la Très plateforme. bon point. Et là, ça vaudra le coup. Et là, il y aura un intérêt. Et plus tard, tu mettras de la pub, du budget en pub, si ça marche bien en organique. Mais clairement, ouais, faire de l'organique avant du paid, ça, je pense que c'était un peu le key learning, le point fort enfin, pas le point fort, mais le prérequis, en fait, faire de la pub, c'est d'avoir une présence en organique. Ça a peut-être changé entre deux. Tu as l'air de dire que non, c'est toujours le cas, donc visiblement, c'est toujours le cas. Quand Et même, le ouais. deuxième point, c'était de créer du contenu adapté, en fait. Ah, ça, c'est. TikTok a des codes, enfin chaque plateforme a ses codes. On ne crée pas une vidéo YouTube de la même manière qu'on crée une story Insta, de la même manière qu'on ne crée pas un contenu sur TikTok de la même manière. En fait, c'est un peu chiant de dire ah mais j'ai payé 5 000 euros là pour faire mes vidéos, mon shooting, et t'es en train de me dire qu'en fait je peux pas le recycler sur toutes les plateformes. Bah ouais, bah non, désolé. C'est pas aussi simple que ça. Ça peut marcher. Je dis pas que ça va pas forcément marcher, hein, ça peut marcher, mais tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats que si tu avais une vidéo qui était faite. On parle de vidéo sur TikTok, hein, Ouais. pas trop d'images. Et que tu avais fait un contenu qui était vraiment fait pour la plateforme. Ouais, c'est les deux points les plus importants. Et après, quand tu sais l'attribution, je me souviens qu'à l'époque, c'était pas le cas maintenant, il n'y avait même pas de ROS. On pouvait même pas savoir combien de chiffre d'affaires on gagnait sur les ventes. Le pixel, enfin le tracking, ne mesurait pas en fait le chiffre d'affaires. On savait qu'on faisait une vente, mais il n'y avait pas le chiffre d'affaires, donc ça a peut-être changé depuis. Mais c'est pas du coup si c'est en last click, bah du coup les résultats vont pas être forcément incroyables parce que c'est une plateforme de découverte, alors que le last click c'est le moment où tu conclus ta vente, donc on est complètement à l'opposé du coup. D'où l'intérêt, ce qu'on disait au début du podcast, de regarder la big picture et de prendre, ok j'ai dépensé X, j'ai gagné X, et là ça fait du sens. Voilà, ouais, t'as 100% raison. C'est vrai que c'est bizarre un peu comme j'avais pas vu ça de même, mais tu as raison, hein, c'est vrai, c'est que TikTok, j'avais jamais pensé ça, mais TikTok, c'est vrai, c'est une plateforme de découverte quand dans le fond, pourquoi tu utilises le last click à ce moment-là, ça va comme en contradiction un peu. Mais Ouais. ça peut quand même amener beaucoup de conversions intéressantes puis des ROS de fou, mais encore là, ça dépend vraiment, vraiment du type de produit ou de l'application que vous mettez de l'avant. Les applications, ça peut être vraiment populaire aussi, surtout si c'est du user-generated content. Puis tu mets l'application de l'avant, puis c'est pour la télécharger et tout. Puis si tu as un client qui a la chance d'avoir un bon outil de tracking de mesure d'application, ça, c'est des solutions qui coûtent cher par mois, mais qui sont vraiment intéressantes. Ben là, à ce moment-là, comme Adjust, par exemple, ou peu importe, là, à ce moment-là, c'est bien parce que tu peux aller chercher des données intéressantes, mais sinon, c'est vraiment une bête. C'est pas la même chose. Puis je pense que c'est ça le nerf de la guerre là-dessus. Mais ce qui est cool, par exemple, avec TikTok, c'est que ça grossit vite, ça grossit vraiment vite, comme tu l'as dit, ça change quasiment chaque jour. Moi, je le vois autant au niveau du targeting, il y a davantage d'options qui s'ajoutent, mais aussi au niveau des types de publicité, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent, comme là en ce moment, par exemple, il y a un truc qu'on peut faire, ça s'appelle les Spark Ads. Okay? Les Spark Ads, grosso modo, c'est plutôt que créer une pub avec un compte publicitaire qui n'est même pas relié à aucune page, comme c'était la chose à faire avant avec TikTok, puis tu mettais ton logo et tout, il fallait que tu recommences à chaque fois. Mais là, tu peux aller chercher des publications d'une page X. Si elle te donne le consentement, ils vont t'envoyer un code de la publication pour l'utiliser pour ta pub. Là, c'est bien parce que tu peux, puis évidemment, il faut que la publication soit prête à convertir aussi. Tu ne vas pas utiliser n'importe quoi, ça ne va pas marcher avec n'importe quoi. Mais si tu as de quoi de pas pire, non seulement tu utilises une pub qui est intéressante en utilisant ta page, ce qui veut dire que tes vues de ta vidéo et tout vont sur ta page aussi. Donc, forcément, tu vas avoir une aide, un social proof pour tout ce qui est organique. Puis en plus de ça, c'est un truc qui vient d'ajouter. On peut faire des petits sondages aussi maintenant sur des publicités, ce qui est vraiment
vraiment important. Genre de truc, mettons, tu peux racheter des captions, genre The kind of things that TikToks make me buy. Là, des genres de choses que TikTok me font. TikTok me fait acheter tel truc, mettons, puis, oui ou non. Puis après ça, tu sais, le monde, ça les engage. Après ça, tu remarket parce qu'ils sont engagés sur ta publicité. Ils s'en viennent aussi avec un. Puis ça, moi, je pense que ça va être game changer. Je pense que c'est déjà disponible aux États-Unis avec ceux qui ont un Shopify qui sont signés sur la version bêta. Moi, mes clients qui sont au Canada, on est tous sur la liste d'attente pour lorsque ça va sortir, mais c'est un catalogue. C'est un peu comme le produit, Ok. les catalogues sur Facebook. Fait que là, en plus de voir la pub, tu vois aussi le produit affiché sur celle-ci. Tu peux cliquer et ça Ah, t'amène ça sur va le être site web. incroyable, ça. Ah oui, ça, c'est clair, Ça man. va C'est un être genre game de Google changer Shopping de TikTok un e-commerce. peu, tu sais. Ouais. Ouais, tu vas avoir comme les campagnes des un product catalogue des PA sur Facebook, voire même du Google Shopping, en fait, en quelque sorte. Non, ça va être, non, clairement, ça peut être un énorme changement pour Ouais. la plateforme. Ouais, je pense que oui, effectivement, Euh, ça va apporter beaucoup de choses intéressantes, puis ça va démocratiser l'offre, on pourrait dire, pour pas mal tout le monde. Les gens vont, beaucoup plus de personnes vont pouvoir y voir des résultats sur la plateforme. Mais c'est vraiment pas embryonnaire, mais tu sais, ça bouge vite, puis tu sais, c'est sûr que c'est pas parfait dans le sens où, tu sais, l'installation du pixel, par exemple, ben, tu sais, iOS 14 aussi a affecté TikTok. Donc, eux autres aussi, TikTok sont arrivés avec une solution alternative, mais tu vois, eux autres, leur alternative est un petit peu plus compliquée qu'avec Facebook. Fait que pour installer le pixel en dev mode, c'est pas aussi facile, surtout si ton site web il est codé. Ouf. En tout cas. Mais oh my God. Moi, j'embarque jamais là-dedans. Là. J'essaie de tout le temps de comme, chercher de l'information. Puis, J'imagine. oh my God, non, mais c'est un autre monde complètement, la prog et tout. Là, c'est incroyable. Faut quand même comprendre la logique, mais après ça, en tout cas. Mais ouais, c'est quelque chose qui va être qui n'a pas fini d'être utilisé. On voit qu'il y a beaucoup d'utilisation. Fait que les gens sont là. Si les gens sont là, l'argent va être là, c'est sûr et certain aussi. Là. Bah ouais, en fait, ça, c'est une conséquence logique, c'est que plus ça va, plus tu as d'utilisateurs. Puis, de toute Mhm. façon, on le voit, hein, c'est l'application la plus téléchargée, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc de base, plus il y a de monde dessus, plus il y a de clients dessus, en fait. Euh, et forcément, s'il y a plus il y a de clients, enfin, plus il y a de demandes, il faut forcément qu'il y ait une offre qui apparaisse. Ouais. Et t'as des entreprises qui l'ont très très bien compris. Il y a un très bon exemple d'entreprise qui a cartonné sur TikTok, qui s'est fait vraiment connaître grâce à ça. C'est la marque Merci Andy, qui a vraiment une grosse success story en France sur TikTok. Je pense que le Covid a aussi pas mal aidé aussi à se développer pour cette marque-là. Mais ouais, ils ont une très très grosse présence sur TikTok, ils ont vraiment cartonné sur ça. Euh, donc ouais, il y a vraiment des entreprises qui c'est leur premier canal d'acquisition. Voilà, Mhm. c'est pas Facebook, quoi, c'est TikTok, quoi. Ils dépensent des sommes astronomiques. Mais parce que c'est une entreprise qui domine en fait là, le marché, tu vois. C'est-à-dire que quand tu penses TikTok publicité, tu penses à eux en fait. Tu Ouais, penses à eux parce ouais. qu'en fait, tu étais dans les premiers. Ils se sont Et là, en fait, positionnés. ils se sont positionnés comme la marque de TikTok, tu vois. Mhm. Et en fait, ce qu'il faut que les gens, enfin, les annonceurs, alors, tu sauras mieux que moi quel est le budget à peu près minimum, tu vois, qu'il faudra sur la plateforme. C'est toujours compliqué à répondre cette question, mais et en plus, pareil, ça a peut-être changé, mais je crois qu'à l'époque, c'était 10 ou 50 dollars par jour minimum, je crois. Il y avait quand même un prérequis, c'était pas abordable Aujourd'hui, pour c'est tout le 20 monde. par jour minimum là, sur la plateforme, si on veut l'utiliser. Là, ouais. Je crois que c'était 50 à l'époque, alors. Peut-être Ouais, 50, donc c'est effectivement. LinkedIn ou c'est 10, c'était 50 dollars. Mais finalement, tout n'avait pas non plus 50 dollars à mettre sur la plateforme, parce qu'à la fin du mois, bah, ça te fait quand même 1500, tu vois. Mhm. Tout n'avait pas forcément 1500, puis les recettes n'étaient pas forcément extraordinaires, donc ça, c'était un petit peu un frein. Mais je dirais que maintenant, si vous avez déjà un marketing mix qui est développé, que vous avez quand même déjà pas mal d'argent sur Facebook, Google, etc., et vous cherchez un nouveau canal d'acquisition, ça vaut clairement le coup, je pense, de se lancer sur TikTok en organique, déjà dans un premier temps, et puis Bien par la dit, suite tellement bien dit. en paid, parce que en fait, il y a encore de la place, enfin, il y a beaucoup de place. C'est une plateforme qui a le vent en poupe. Plus ça, plus il y a d'utilisateurs. Alors c'est une plateforme qui reste jeune, mais c'est pas si jeune que ça. C'est-à-dire, avec TikTok, c'est pour les 15-16 ans. Non, c'est, Puis aujourd'hui. je crois que plus de la moitié, ou je crois plus des deux tiers ont plus de 20 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, mine de rien, c'est quand même, voilà, il y a quand même un public adulte dessus. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, quand ceux qui avaient 17 ans, bah, ils en ont 19-20 ans aujourd'hui. Donc, c'est plus les mêmes personnes.
Donc non, c'est pas si jeune, enfin c'est pas si jeune, ça reste jeune, hein, on parle pas de personnes de 75 ans, mais Ma grand-mère est sur TikTok, non, c'est pas vrai. ça se pourrait, j'en sais rien. Mais effectivement, ouais, il y a de la place en tant qu'annonceur. Les CPM que tu as dit sont relativement bas. Du coup, les CPC le sont aussi. C'est une conséquence directe. Il y a quand même pas mal de formats publicitaires déjà existants et comme tu le disais, il y en a d'autres qui sortent avec les catalogues, etc. Donc pour un e-commerce, pour moi, un e-commerçant a toute sa place sur TikTok. Si évidemment vous êtes sur une cible relativement jeune, vous n'êtes pas sur du 35 ans et plus, un peu plus compliqué. Encore que ça va peut-être arriver aussi cette année, ça pourrait. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a une grosse opportunité, il y a peu de concurrence et ça coûte rien de se lancer en organique dessus. Par contre, il faut respecter les codes de la plateforme. Il faut vraiment respecter les codes de la plateforme. Il faut faire des moves comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et tout un peu. Pas nécessairement, mais ouais. Non, mais tu vois, on caricature que c'est pas que ça. Absolument. Mais c'est vrai que il y a vraiment des choses à faire dessus. Mais il faut respecter les codes. Tout comme quand on crée des trucs sur Instagram, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit un peu lifestyle. Il faut que le feed de ton Instagram soit organisé, il faut que ça fasse un truc joli. Là, sur TikTok, on s'en fout de tout ça. J'ai jamais vu un feed. C'est des vidéos, donc c'est la ratio image qui te sert de thumbnail en fait dans ton feed, dans ta page. Donc en fait, globalement, ta page elle est dégueulasse et on s'en fout parce que c'est pas le but d'être joli en fait. On n'est pas en train de vendre de la beauté en fait. On est en train de vendre du fun, on est en train de vendre un truc cool, on est en train de vendre un truc jeune, un truc dynamique, un truc drôle. Et ta marque n'a pas forcément d'être drôle pour être dessus évidemment, mais ouais, il y a des codes à respecter dans la façon dont tu vas communiquer. Tu vas pas communiquer de la même manière que sur un Instagram. Et je pense qu'il y a plein de marques qui sont lancées sur TikTok qui ont dit ça marche pas parce qu'elles n'ont pas respecté ces codes-là. En fait, elles ont fait un copier-coller de leur publication Instagram et ça n'a pas marché parce que c'est pas sur la base cible, soit parce que c'est pas la bonne façon de s'adresser. Les gens n'utilisent pas TikTok pour voir ce genre de contenu. Donc ça marche pas. C'est ça, non, tu l'as tellement très bien dit. Hein, tu pourrais pas conclure mieux le sujet TikTok sur des propos comme ça. Effectivement, c'est ça que c'est, Jordan. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Wow. Ben écoute, mon Jordan, je pense que, à moins que tu aies d'autres points à soulever, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour commencer 2022 en ce qui est dans le trait des publicités. C'est sûr que Pinterest, il y en a d'autres, mais d'un autre côté, c'est comme tu l'as dit au début de l'épisode, ils sont un petit peu plus marginaux, ils ont un peu plus de misère à se faire un chemin. Puis moi puis toi, on l'a testé, toutes les plateformes qu'on a testées aussi dans la dernière année, puis qui n'ont pas nécessairement réussi à stand out, on pourrait dire, à sortir du lot nécessairement. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a fait le tour des gros morceaux pour 2022. On pourra définitivement se faire un recap bientôt ou parler d'un autre sujet. Mais hey, je veux te remercier pour ton temps. On a pris du temps en tabarnouche aujourd'hui, mais c'était le fun. C'est comme j'ai l'impression qu'on venait juste de commencer. Puis pourtant, j'ai même oublié que j'avais le COVID. Ouais, comme quoi. Ouais, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Mais voilà, on va pas faire le but, c'est pas de faire un podcast de 5 heures. Il va déjà être relativement long, je pense, celui-ci. Ouais, il va être bon celui-là. J'aime bien ça. D'ailleurs, on pourra peut-être conclure en 2 mots pour récapituler du coup les 1h50. Facebook, ça sera toujours présent, mais sûrement en baisse. Google, valeur sûre. TikTok, opportunité. Voilà, en gros. Ouais. Je pense que ça, c'est tellement bien dit. Mon Dieu. T'as-tu pensé à ça avant qu'on se parle? Parce que c'est tellement words of wisdom. Je pourrais pas dire mieux. Ouais. Alright, merci mon Jordan. Vraiment apprécié. Puis, je vais te dire bonne campagne à toi. Puis je sais que tu t'en vas en vacances bientôt aussi, donc profite-en bien. Dans l'Amérique du Sud, on est au bon endroit en ce moment, au bon moment. Écoute, merci pour l'invitation, Ben. C'est toujours un plaisir. Et puis, t'es toujours le bienvenu à revenir aussi. À très bientôt. Yes.